Bonjour tout le monde, édition numéro 5 du podcast Bulletin sportif, une présentation de Gagné Sport. Gagné Sport, c'est le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse autant aux particuliers qu'aux centres de services scolaires, les écoles privées, cégep, universités, les municipalités, les centres sportifs, les services de garde ainsi que les bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagné Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagné Sport, l'excellence du service qui est offerte à la base de toutes leurs actions. Alors, pour n'importe quoi, n'importe quel équipement de sport, vous avez des questions, quoi que ce soit, visitez leur site web gagnésport.com ou appelez-les directement 1-855-588-0377. Merci, Gagné Sport, de vous associer à Bulletin sportif chaque semaine pour nous permettre de, évidemment, promouvoir le sport étudiant, le sport un peu partout dans la province. Aujourd'hui, je vous parle, évidemment, comme d'habitude, au menu, on va avoir nos intervenants réguliers, Jason, Brian, Jean-Baptiste, pour parler de football universitaire, Chris Bemba pour parler de sport, de football, en fait, collégial, et l'entrevue de la semaine avec l'excellente et je dirais même extraordinaire Jessie Lacourse. Si vous ne connaissez pas Jessie Lacourse est une très grande championne au niveau de l'athlétisme et du cross-country au Québec et même, je dirais, au Canada. C'est la championne provinciale et canadienne en titre. On parle avec elle de, évidemment, sa carrière et on parle du début de saison de cross-country qui a commencé au niveau universitaire en fin de semaine avec le McGill Open. D'ailleurs, McGill Open, pour lequel le Rouge et Or, parce que Jessie Lacourse vient du Rouge et Or, le Rouge et Or, du côté féminin, a à peu près tout raflé, les 4 premières positions. Le podium, en fait, est composé de Catherine Beauchemin, Jade Bérubé et Florence Caron. Et non, Jessie Lacourse n'est pas sur le podium. En fait, elle ne courait pas. Vous allez avoir toutes les explications de pourquoi elle ne courait pas. Elle est blessée actuellement et, évidemment, tente de guérir ses blessures. Chez les hommes, c'est un Rouge et Or qui a remporté la course également. Philippe Morneau-Cartier, suivi de Thomas Laviolette des Carabins de l'Université de Montréal et Miles Brackenbury de l'Université Queen's. Ailleurs dans le sport étudiant en fin de semaine, on a eu en hockey collégial masculin. Il n'y avait pas de hockey chez les femmes qui était disputé en fin de semaine. Donc, chez les hommes, on a toujours Champlain-Lennoxville, Sorel-Tracy et Alma qui sont invaincus. Champlain-Lennox, 2 victoires. Sorel-Tracy, 1 victoire contre Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, Hugo Vézina fusé 4 buts dans ce match-là, une victoire de 5-2. Et Alma également, des victoires de 4-1 et 4-2. Au niveau individuel, il y a Émeric Bussière également qui est à mentionner. Émeric Bussière de Champlain-Saint-Laurent, ainsi qu'Antoine Gagnon du Cégep Saint-Laurent, 4 points chacun durant la fin de semaine. En fait, 4 points chacun durant un match. Désolé, 4 points pour Bussière contre la Flèche et dans le cas de Gagnon, c'était contre Lionel Groux. En soccer universitaire féminin, des victoires de Laval qui demeure non seulement invaincu, mais qui a gagné tous ses matchs jusqu'à maintenant cette année. Des victoires de 4-1 contre Concordia. Une autre victoire de 4-1 contre McGill. Montréal, très bonne fiche, 2e jusqu'à maintenant au classement. On est vaincu seulement par Laval la semaine dernière. Et Montréal a gagné 2-0 contre Bishop et 3-0 contre l'UQAM. Un gros match, ça. C'est une très grosse victoire contre l'UQAM. Chez les hommes, mentionnons également l'UQAM qui a 2 victoires. Et l'UQTR qui a réussi un retour alors qu'il perdait 1-0 et même 2-1 dans le match. On remonté la pente pour l'emporter 3-2 contre Concordia et infliger aux Stingers leur première défaite de la saison. À noter également que Laval a eu 2 matchs nuls. Laval toujours invaincu, mais 1 victoire et 3 matchs nuls depuis le début de l'année. Au niveau collégial en soccer, Huntsic, une fiche de 4 victoires, aucune défaite, 12 buts pour et 1 but contre chez les femmes. Une victoire de 5-0 contre Vanier en fin de semaine. Et du côté des hommes, Montmorency qui l'a emporté 4-1 contre Vanier et Garneau 3-0 contre Trois-Rivières. Montmorency et Garneau sont les 2 premières équipes au classement jusqu'à maintenant. Au-delà des pointages et des sports, et pas des sports, mais des scores qu'on a vus, des performances individuelles, je veux prendre le temps
de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui m'a déçu la semaine dernière. Il y a une coalition qui s'est formée au niveau du sport, toutes les organisations sportives, là, incluant Sport Québec, mais en tout cas menée par Sport Québec, mais il y a l'INS là-dedans, le pôle sport des HEC et d'autres regroupements qui se sont mis ensemble pour émettre un communiqué demandant un rattrapage au niveau du financement, un rattrapage récurrent de 500 millions de dollars par année. Cette demande-là est loin d'être farfelue. On dit 500 millions, puis on trouve, wow, c'est un gros chiffre, mais depuis 35 ans, le financement du sport au Québec n'a pas été revu, à part pour des éléments ponctuels ici et là, des investissements d'infrastructures ici et là, mais un financement régulier, ça n'a pas été revu depuis 35 ans. Ce groupe-là se met ensemble pour demander 500 millions par année de plus. Comme je dis, ça a l'air beaucoup. Mais 500 millions, là, c'est 0,5% du budget global de la province du Québec. Pour encourager le sport, promouvoir des saines habitudes de vie, s'assurer qu'il y a des bonnes infrastructures. En fait, ça permet, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire, que ça permet à la société d'être plus en santé? Ça va éviter des coûts au système de santé plus tard. C'est bon pour contrer le décrochage scolaire, un élément majeur dans notre capacité en tant que société à subvenir économiquement, notamment au vieillissement de la population. Ça a un impact économique, je vous dirais même environnemental. Les sportifs sont plus à même d'utiliser des modes de transport actifs. Il y a vraiment tellement d'avantages à promouvoir le sport. Le sport actuellement, son budget d'opération, pas d'opération, mais je dirais le budget du gouvernement, c'est 173 millions de dollars par année. À titre de comparatif, au niveau de la culture et des arts, on est à près de 1 milliard de dollars par année. Et loin de moi l'idée de dire qu'il faut enlever de l'argent à l'art et à la culture. Très loin de moi. Mais comment se fait-il qu'on soit si loin? Ce rattrapage-là est non seulement bon, il est essentiel, il est nécessaire. Et il y a à peu près personne dans les médias, les grands chroniqueurs. Le seul que je vais nommer et que j'ai remarqué, c'est Alexandre Pratt de La Presse. Pour les autres, je n'ai pas vu aucune intervention, aucun éditorial, aucune utilisation du crachoir par les animateurs, les chroniqueurs d'émissions sportives. On a des médias sportifs au Québec que ça n'intéresse pas ces choses-là en pensant que ça n'intéresse pas la population. Bien, c'est farfelu de penser comme ça. Je trouve ça tellement dommage de voir qu'on n'est pas capable d'au moins prendre quelques minutes, une fois de temps en temps, pour questionner ça, parler des fondements du sport au Québec, de son financement et surtout de son sous-financement, poser des questions pertinentes quand on reçoit des politiciens qui sont en campagne électorale. Puis la seule chose qu'on ose leur demander, c'est est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre de l'argent pour le retour des Nordiques? Je ne vous dis pas que ce n'est pas important, le retour des Nordiques, c'est super le fun. Là. Mais est-ce que c'est vraiment ça la priorité quand on parle de sport au Québec, puis quand on est un journaliste sportif ou un animateur d'émissions sportives, de parler de ça? Est-ce que c'est ça le vrai enjeu du sport au Québec? Savoir si le capitaine des Canadiens doit parler français. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, c'est correct qu'on en parle, puis c'est même correct qu'on mette ça numéro 1, c'est ça que la population veut. Parfait, ces médias sportifs-là doivent vivre, doivent parler des sujets qui intéressent les gens. Mais pensez 2 minutes que ça ne vaut même pas le temps qu'il y aurait à mettre, puis je ne parle pas de mettre des heures, je parle de juste quelques minutes, d'utiliser la tribune que ces gens-là ont pour soulever ces questions-là. On est en période électorale, puis les gens ne savent même pas c'est quoi les propositions des différents partis par rapport au sport. Saviez-vous qu'il y a à peu près juste le Parti libéral et le Parti conservateur qui ont vraiment quelque chose à dire à ce sujet-là? Non, vous ne le savez pas, ou à moins que vous soyez vraiment intéressé par la chose, mais la majorité des gens ne le savent pas.
Et nos médias ne posent même pas ces questions-là. Pensez-vous 2 minutes que les médias qui se consacrent à l'art et à la culture, si on un ministre ou si on un candidat de parti politique devant eux, en pleine campagne électorale, ne leur demanderont pas des questions à propos du financement de l'art et de la culture au Québec? Non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas parce qu'il y a une conscience de l'importance de l'industrie culturelle au Québec. Je finis là-dessus. J'aimerais vraiment beaucoup ça, constater que dans la population, puis chez les gens qui ont le bâton là, dans les mains, là, j'aimerais ça constater que ça a de l'importance au-delà des Canadiens de Montréal, les fondements du sport chez nous, puis qu'on finance ça comme il faut. Parce que, pour vrai, le sport, à peu près tout le monde est en contact avec ça. Tout le monde en fait, ou en a fait, ou est capable d'en faire, ou presque. Il est temps vraiment qu'on prenne ça au sérieux, intelligemment. Je ne suis pas fou, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit le sujet numéro 1, mais de ne pas en parler du tout, d'accepter le fait qu'il ne se passe rien là-dedans, que ça n'intéresse pas le monde. Puis quand les gens les plus importants du monde du sport se réunissent, qui font presque jamais, soit dit en passant, ou qui ont très peu fait dans le passé, se mettent ensemble et demandent de l'argent, la moindre des choses, c'est d'en parler. La moindre des choses, c'est de questionner. Puis la moindre des choses, c'est de transmettre cette demande-là, être la courroie de transmission, parce que c'est pas vrai que ça n'intéresse pas la population. En ce moment, le problème, c'est que la population ne le sait pas. Et c'est la job des médias de le faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un aussi bon moment que le mien à faire et à écouter ce podcast. Je répète qu'on va parler de football encore une fois, universitaire collégial, et l'entrevue avec Jessie Lacourse, s'il vous plaît, manquez pas ça, une personne qu'il faut absolument apprendre à connaître et franchement, qui amène autre chose dans le monde du sport que justement nos fameux hockeyeurs que, en passant, j'adore, je suis un fan des Canadiens pareil, j'ai rien contre eux. Merci, bon show. Jason, Brian, Jean-Baptiste, vous êtes salués. Ça va? Ça va super bien, Phil. Super bien. Good. Une autre belle fin de semaine de football universitaire. 2 matchs encore une fois. 2 matchs intéressants. Un, Sherbrooke qui est venu visiter Montréal. Ensuite, on a eu McGill qui était à Concordia. Pour le premier match, tu étais sur place. Donc, on va t'écouter nous raconter ce que toi, tu as vu, tes impressions, mais en plus, tu as parlé des joueurs. Donc, j'ai hâte de voir ça. Parce que c'était spécial, un match serré, qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi serré quand on commence la saison, quand on regarde des matchs qui peuvent être aller dans le sens unique, ben un Montréal-Sherbrooke, on peut s'y attendre. Pourtant, ça finit 24-20 et Sherbrooke a été dans le match tout le long. C'est pas comme si c'était 24-0 puis ils ont fait une remontée à la fin puis il était trop tard. Là. Non, ils ont été dans le match tout le long. Donc, tes impressions à toi, comment tu as vu ça? Puis oui, les commentaires des gens que tu as côtoyés après. Honnêtement, c'était un très beau match de football, beaucoup d'intensité. Sherbrooke, tout au long du match, ils ont montré beaucoup de résilience. Premier exemple de ça, c'était la première séquence du match. On lance une interception qui est interceptée par Bruno Lagacé pour un toucher. Et c'est la première séquence du match et on se dit peut-être que Sherbrooke, ils vont perdre complètement le contrôle. Mais non, la séquence d'après, Sherbrooke réussit à marquer un toucher. Vraiment, ils ont vraiment affirmé leur jeu sur la course. Puis tout au long du match, défensivement, très beau travail de leur ligne défensive. Ils ont vraiment mis de la pression sur Jonathan Sénécal et la ligne offensive des Carabins. Et de façon générale, on a vraiment senti que c'était Sherbrooke qui se battait. T'sais. Peu importe les circonstances, ils essayaient de maximiser leurs opportunités. Et ils ont fini par devoir changer de carrière avec l'arrivée de Gianni Casati. Par la suite, ça a été un peu plus difficile au niveau du jeu de passe. Puis je pense que c'est ce qui a fait la différence à la fin du match. Les Carabins, au premier quart, au niveau de la passe, offensivement, c'était un peu plus difficile. Mais ils ont réussi à comme un peu reprendre leur rythme, notamment avec une passe de toucher à Carl Chabot, qui a vraiment activé les choses. Puis ensuite, ça a été plusieurs passes vers Judley Jones, puis les autres receveurs de leur unité. Et ils ont comme un peu pris le contrôle du match par la suite. Mais tout de même, jusqu'à la fin, Sherbrooke était là.
Sherbrooke, mis à part quelques erreurs, et ils ont vraiment réussi à rester dans ce match-là. Donc, c'est vraiment Exact. ça que Tu sais, bon, fun fact, juste dire, Bruno Lagacé et Emilio James Leclerc, Bruno Lagacé pour Montréal, Leclerc pour Sherbrooke, qui ont inscrit les 2 premiers touchés, sont 2 anciens de Grasset, et comme ils jouent au centre sportif, au complexe sportif Claude Robillard, qui est la maison de Grasset, je me suis dit peut-être que c'est les anciens de Grasset qui sont super à l'aise là-bas et que ça a fait en sorte qu'ils ont bien joué. Mais bon, c'est simple fun fact, aucun rapport réel. Oui, la résilience de Sherbrooke est importante à souligner. On a utilisé, tu l'as mentionné, Gianni Casati, mais également Noah Legros. Carrière 4 et 5. On est rendu à carrière 4 et 5 de l'organisation. C'est phénoménal de gagner des matchs ou d'être dans le match contre les plus gros programmes. Malgré ça, puis pour ça, il faut saluer l'excellence de la défensive de Sherbrooke. Cette ligne défensive qui, pendant des années, n'arrivait pas à se constituer au complet. Moi, j'aime Émeric Hamelin puis Dylan Côté sont 2 gars d'une importance capitale pour cette défensive-là. Et là, ils sont les 2 ensemble en train de jouer match après match sur cette ligne de Sherbrooke. Et je pense que ça fait une différence majeure parce que tu es capable de mettre une pression si forte avec ces gars-là et avec la capacité, pas la capacité, mais le talent de la ligne tertiaire de Sherbrooke, tu te retrouves avec une équipe défensive dure à battre. Puis je pense que le monde est en train de prendre des notes. Là. Sherbrooke, t'es mieux d'avoir un bon match défensif de ton bord parce que tu ne marqueras pas tant de points contre Sherbrooke cette année. Définitivement. Il y a aussi Marius Massé-Vincelet qui a connu un très beau match, qui a récupéré un ballon échappé dans la zone début pour un toucher, qui a vraiment reparti le match au 4e quart. Ben absolument. Il a ramené le match à 18-18. Tu es à 6 minutes au 4e quart. Fait qu'il reste moins que 10 minutes à jouer, puis tu as un match égal de 18-18. Fait que oui, il faut le souligner. Définitivement. Puis je pense qu'à la fin, comme j'ai dit, c'était vraiment la tête des Carabins qui a réussi à garder son sang-froid dans un moment assez difficile. Je pense que c'était un changement de momentum. Ils ont réussi à bien exécuter pour ensuite gagner le match. Là, maintenant, je pense que pour la suite des choses, je pense que les pénalités, ça va être quelque chose définitivement que les Carabins vont revoir afin d'éviter de se couper, de se priver de plusieurs opportunités au courant des matchs. Absolument. Je pense aussi qu'au niveau de la ligne offensive, je pense qu'ils vont continuer aussi le travail de cohésion. J'ai eu la chance de parler avec Mathieu Pronovo, l'entraîneur de la ligne offensive des Carabins. Il m'a beaucoup parlé du fait qu'il est quand même satisfait de l'effort de son unité, que l'équipe collectivement, on a fait un beau travail, mais il y a toujours des choses sur lesquelles on peut travailler. Il a aussi souligné le travail d'Alassane Diouf, le remplaçant du garde Alexandre Levac, qui s'était blessé durant la dernière rencontre. Donc, il y a des choses à travailler du côté des Carabins. Je pense qu'ils vont beaucoup apprendre de cette rencontre. Mais tout de même, on a vu leur talent, on a vu de quoi ils sont capables. Et je pense que pour la suite des choses, ça va être intéressant de voir aussi si l'attaque des Carabins va continuer de s'améliorer. Ils n'ont pas Hassan Dosso. Donc, je pense que ça limite peut-être une partie de qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau du jeu vertical. Mais je pense que pour les prochains matchs, il va continuer à avoir une amélioration. Et aussi, l'aspect aussi avec le jeu de course. Est-ce qu'on peut augmenter la productivité de ce côté-là avec Bertrand Beaulieu? Mais en tout cas, de façon générale, je pense que les 2 équipes ont très bien performé. Et honnêtement, ça montre des belles choses pour le reste de la saison. Oui, mais je pense qu'il y a des points d'interrogation du côté des Carabins. Tu l'as mentionné, moi je pense qu'il y a un enjeu majeur avec le fait que Jonathan Sénécal n'a plus son il y a tout le temps eu, si tu veux, la dualité, si tu veux, d'avoir un Carl Chabot qui est capable de se promener un peu partout sur le terrain puis ramasser des ballons à travers le milieu, sur les côtés, courir et tirer, mais lui, il ne peut pas tout faire tout seul. Puis il y avait Hassan Dosso qui était tellement efficace sur les longs tracés. Je pense que cette année, il n'a pas encore trouvé son go-to guy pour ça, pour remplacer Hassan Dosso. Et là, avec Iragi Muganda qui s'est blessé dans le match, ça ne fait rien pour l'aider. Donc, ça va être un enjeu. Fait, comme tu l'as dit, le jeu au sol va être important. Bertrand Beaulieu était, je pense, sous-utilisé. En tout cas, pas autant utilisé que je m'attendais en début de match. Probablement qu'on voulait simplement attaquer
la défensive de Sherbrooke. Mais bon, il y a des éléments là. Maintenant, pour Sherbrooke, ben, il était dans le match, puis tu l'as dit à la fin, il est arrivé un paquet d'éléments que tu dis, bon, faut gérer cette situation-là. Tu finis le match, puis tu es dans le match, puis tu es coupable de 2 ballons échappés pour finir. Donc, tu sais, c'est frustrant de savoir que j'avais peut-être une chance de faire quelque chose. Mais bon, je lève mon chapeau à Sherbrooke, vraiment, qui font un travail exceptionnel depuis le début de l'année. Ils sont 2 victoires, 2 défaites. Puis franchement, une équipe trop souvent sous-estimée, mais extrêmement efficace. Puis je les trouve impressionnants cette année. Imaginons avec Robichaud, puis Will Marchand, puis si tout le monde était là en plus, ils sont loin d'avoir toutes leurs armes offensives. Donc, c'est impressionnant. C'est sûr, mais je pense que, comme tu l'as dit, je pense qu'ils maximisent qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les circonstances. Puis faut lever notre chapeau à coach Lecomte puis toute son équipe pour réussir à faire tout ça, parce que franchement, c'est la preuve d'une grosse cohésion, d'une solidité d'équipe. Fait que franchement, faut le souligner. Maintenant, McGill à Concordia, la fameuse rivalité des universités anglo de Montréal, toujours intéressant de voir cette fameuse, justement, ces confrontations-là. Il y a tout le temps quelque chose de spécial dans l'air quand ces 2 équipes-là s'affrontent. Un match particulier, un match surtout en 2 temps, qui finit 42-16 pour Concordia, mais en fait, cette deuxième demi-là, McGill, je ne sais pas ce qui s'est passé, ont comme laissé le chemin. Dwante Morgan qui a fait un travail formidable au sol, puis bref, ça finit avec un score comme celui-là. Définitivement, du côté de Concordia, au début du match, c'était quelques erreurs coûteuses, notamment sur les unités spéciales avec des pertes de ballon, aussi en offensive durant la première séquence du match avec une perte de ballon. Et McGill a juste capitalisé là-dessus en faisant des bottées de placement au début du match. Et je pense que c'est ça qui a donné un rythme. Il y a aussi plusieurs courses de Éloi Lafondresse-Régimbal qui a comme un peu actionné, encore une fois, l'attaque de McGill. Et c'est ce qui a permis à l'offensive de McGill d'avoir le contrôle du match au départ. Ensuite, il y a eu la passe de toucher d'Éloi, 43 verges à Jérémy Langevin, qui a vraiment... c'est comme un peu le point d'exclamation. C'était 16-9 à ce moment-là du match. Et le McGill avait le contrôle. À ce moment-là, McGill, ils avaient la clé, ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin pour remporter ce match-là. Mais Concordia est resté résilient. Je pense que ça a sûrement dû être un aspect important pour eux de garder leur sang-froid face à l'adversité. Et c'est ça qu'ils ont montré. Par la suite, Olivier Roy a enchaîné avec plusieurs passes, Jalen Reeves, Jerry Murphy. Ils ont actionné l'attaque et ça a conclu avec. Ils ont conclu le deuxième quart avec une course de Olivier Roy. C'est 16-14. Concordia commence à remonter. Et à partir du troisième, ça a vraiment été Concordia qui sont affirmés tout le reste du match, vraiment par des jeux de course, plusieurs courses pour des touchés. Et la défense de Concordia est restée très résiliente. Ils ont vraiment limité McGill totalement. Et c'est ce qui explique le résultat final. Exact. En fait, c'est ce qu'on a vu. On a vu le Olivier Roy qu'on connaît grâce au jeu au sol cette fois-ci. Pour une première fois ou presque, on a vu Dwante Morgan, qui pour moi est le joueur offensif de la semaine, qui a marqué un touché, qui a 111 verges au sol. Mais Dwante Morgan a permis à l'attaque de Concordia de s'exprimer. Au football canadien, quand tu as des deuxièmes et courts systématiquement, ça permet tellement d'options. Ça garde la défensive tellement honnête, entre guillemets, dans le sens que tu es obligé de considérer que toutes les options sont sur la table. Mais à ce moment-là, tu es moins prévisible. Puis là, Olivier Roy a utilisé son bras, a utilisé aussi ses jambes. Il a quand même couru pour 37 verges, mais 2 touchés. Mais c'est les verges qu'il a réussi à accumuler après ça sur des passes grâce au jeu au sol. 200 verges au total pour Concordia au sol. Donc, il faut le souligner. Je veux souligner aussi le fait que on a Sparagna, le receveur de passe, qui est venu prendre la place de Jacob Salvaille, qui malheureusement a été blessé. 8 catchs, 93 verges. Donc, ça a été intéressant. Tu parlais de Murphy, Greaves. Bref, les gros noms sont ressortis dans l'attaque de Concordia, puis c'est apparu. En défensive, par contre, je veux aussi souligner le travail d'un gars qui n'a peut-être pas assez de fleurs en temps normal. Vétéran secondaire, Joël Terrien, 6 plaqués.
C'est un gars qui, comme je dis, n'a pas nécessairement assez de lumière habituellement, fait un travail très honnête, toujours efficace, il est là. Et là, cette fois-ci, c'est lui qui a eu le plus de plaqués, c'est lui qui finit avec un sac aussi. Pourquoi? Parce que la défensive générale de Concordia a été capable de ramener le jeu au centre, a été capable de faire en sorte de trouver une manière de limiter l'explosion qu'est capable d'offrir Éloi Latendresse Régimbald habituellement. Fait que je veux lever mon chapeau à son travail, à lui, qui est pas assez souvent souligné. Donc, bravo pour lui. Puis en défense, côté McGill, tu as 4 des 5 personnes qui ont obtenu le plus de plaqués sont des gars de tertiaire. Fait que ça te montre que soit les courses sont longues puis ils se rendent jusque-là, ou qu'il y a beaucoup de passes qui ont été complétées. Puis à un moment donné, je pense que ça indique pas mal de matchs. Fait que il y a des éléments, là. Il y a des éléments à essayer de creuser. Je ne sais pas ce qui arrive avec McGill en gros. Une belle équipe. Il y a Darius Simmons qui était absent aussi. Hein? Il y a Darius Simmons qui était absent aussi. Oui, puis ça, Darius Simmons, c'est un cas particulier. Il n'a pas pratiqué, puis c'était pas parce qu'il était blessé. Il y a eu des éléments personnels, puis ça, c'est pas à moi rentrer là-dedans. Là. C'est pas ça l'histoire. C'est vraiment juste de se dire, regarde, c'est un élément. Est-ce que ça a dérangé l'équipe? Qu'est-ce qui arrive? Mais en même temps, il y a un enjeu aussi de tu sais, oui, tu n'as pas un outil comme Darius Simmons. C'est sûr que c'est un problème, mais regarde, toutes les équipes jusqu'à maintenant vivent sans certains de leurs outils. En ce moment, il y a des éléments à voir. Là. Il y a comme comment je pourrais dire, là, c'est inconstant, c'est particulier, là, McGill. C'est vraiment beaucoup de très, très bons joueurs. On dirait que c'est comme si on n'était pas capable de ramasser la sauce tout ensemble. Donc, on peut assister à des jeux extrêmement spectaculaires, mais on peut l'échapper après ça 2 jeux de suite. Puis ça fait que des équipes bien structurées et solides, comme Sherbrooke, comme Concordia ont réussi à l'être, arrivent à finalement les battre puis les faire mal paraître. Ils font mal paraître, McGill, actuellement. C'est à voir. Là. Pour moi, ce que je remarque surtout, c'est vraiment le fait que McGill, autant qu'offensivement et défensivement, sont capables de limiter ou d'avoir des gains en termes de verges, mais en termes de stopper l'adversaire, de marquer des touchés ou de faire des touchés, c'est là qu'on dirait que c'est plus difficile d'avoir une constance à ce niveau-là. Mais je pense que, en tout cas, la semaine prochaine, ils vont jouer contre les Caramans. Ça va être intéressant de voir comment ils vont être capables de se réaffirmer d'une certaine façon, qu'est-ce qu'ils pourront montrer. Et de la même façon que Concordia, ils vont jouer contre le Rougeur de Laval. Je pense aussi que ça va être un affrontement que Concordia, on va voir est-ce que c'était vraiment, ce match-ci, c'était vraiment un exemple de leur capacité à remonter, à passer à autre chose, garder leur sang-froid. Est-ce qu'ils pourront traduire ça dans le match contre le Rougeur de Laval? Ça va être vraiment intéressant à suivre. Ça va être très intéressant, mais c'est ça aussi l'affaire, c'est que Laval est beaucoup plus structuré. Des fois, ils se font même reprocher d'être trop structuré puis pas assez explosif, mais Laval est extrêmement structuré en attaque, fait que ça va être de voir si Concordia, justement, va être capable d'être aussi efficace contre une attaque aussi structurée. Bref, puis McGill, évidemment, ça va être à voir là, si, en recevant Montréal. C'est un autre gros test, effectivement. Fait que là, est-ce qu'on est capable de ramener les choses un peu? Fait que, sur ce, mon cher ami, je te remercie. J'invite tout le monde à aller lire ton article avec les impressions et les commentaires des gens que tu as rencontrés après le match contre Montréal, entre Montréal et Sherbrooke, sur le site bulletinsportif.ca. Chaque semaine, les articles de Jason Bryan, Jean-Baptiste sur les matchs de football universitaire. Un must pour tout fan de football universitaire. Merci, Jason. Ça fait plaisir. Merci à toi, Phil. Merci aux auditeurs. On est rendu au segment football collégial avec Chris Bemba. Salut Chris. Salut Philippe, comment vas-tu? Très bien, merci. On a eu en masse de foot. Et toi, tu es allé même te promener puis filmer un match à Grasset. Grasset contre Garneau. Yes, très bon match. Il y a eu beaucoup de blessés. Je pense qu'il y a eu 2 blessures graves. On les souhaite prompt rétablissement aux 2 joueurs blessés. Là. Je ne suis pas trop sûr de leur nom. Mais je pense que c'était quand même des blessures assez graves, mais on leur souhaite un bon rétablissement. C'est des choses qu'on n'aime pas voir durant les matchs, c'est sûr. Mais sinon, si on parle du match en tant que tel, c'était un très bon match. Juste avant d'aller plus loin, je vais les nommer, les joueurs blessés. C'est Émile Beaulieu-Dallaire à Garneau
Et c'est Mohamedou Dia, le porteur de ballon de Grasset. Donc oui, comme tu dis, effectivement, là, on leur souhaiter prompt rétablissement. En voyant comment ils sont sortis, l'impression que j'ai, c'est que leur saison est finie, mais garde, je ne suis pas au courant des détails. On va surtout espérer qu'ils puissent continuer leur cours à l'école et faire leurs choses. Parce que c'est quand même le plus important, nonobstant qu'on adore le football, en espérant que ça ne leur coupe pas leur session. Donc, je te laisse continuer sur la game. Yes. Sinon, pour la game, c'est une game assez spéciale là, pour l'entraîneur-chef aussi de Grasset là, qui a gagné son 100e match. Tony. Shout-out à Tony pour ta 100e victoire. Sinon, le match, Garneau a très bien commencé le début de match, autant en attaque qu'en défense. Grasset aussi, c'est quand même un match intéressant. Esteban, le quart arrière, là, qui a lancé à ses cibles favorites. Là, Simon Larose, le numéro 80, Gabriel Taché, le numéro 18, qui ont eu une excellente game aussi. Mais je te dirais que ça s'est joué durant la deuxième demi. Là. Garneau qui sont fait shutdown littéralement au niveau de l'offense, qu'on crée la défense de Grasset, qu'on crée des turnovers, puis l'offense a pu en profiter aussi. Là. Surtout le fumble là, qui a été créé à la ligne de 2 de Garneau par la suite, l'offense de Grasset qui a pu mettre des points sur le tableau, ce qui a fait en sorte que ça ralentit un peu le momentum là, de Garneau. Puis Grasset a saisi l'opportunité, puis s'en est bien sorti. Une très bonne game de Grasset, puis je pense que là, ils sont 2-2, ils sont 5e. Là, ça va être à eux de continuer à gagner les games là, pour sécuriser la 4e place. Là. Absolument, tu as parfaitement raison. Regarde, Grasset se bat pour la 4e place avec Vanier, puis je plaçais Garneau là-dedans. Donc, oui, c'est un gros match à jouer. Puis comme tu dis, regarde, c'était 14-9 pour Garneau quand même à mi-temps. Fait que une grosse deuxième demi pour Garnet. Garnet, qu'est-ce que je dis? Grasset. On mixe les deux ensemble. Ouais, voilà. Fait que non, une grosse deuxième demi là, qui gagne, dans le fond, 17-0 la deuxième demi pour Grasset. Fait que, tu sais, des fois, c'est une game d'ajustement, le foot. Puis, visiblement, Tony Adeluca, elle voulait sa 100e. Il a coaché comme un gars qui a besoin d'aller chercher cette victoire-là. Puis je ne pense pas qu'il pensait à lui et à sa 100e victoire, mais plus à la position de son équipe. Je ne suis pas sûr qu'il avait le goût de se retrouver 1 et 3. Fait qu'à 2-2 comme ça, ils sont dans le mix, sont là. Ils vont être à surveiller parce que il reste qu'ils ont une belle attaque aérienne. Esteban Bedoya est assurément parmi les meilleurs corps arrière de la D1. Donc, oui, si avec Simon Larose et avec Gabriel Taché, ça continue d'avancer, je pense qu'ils ont des armes pour faire du dommage contre les défenses adverses. Ouais, la défense aura juste besoin de continuer à être... dans le fond, le second half qu'ils ont joué, s'ils peuvent continuer à jouer comme ça durant le reste de la saison, ça va être intéressant là, pour Grasset durant les playoffs. Parfaitement d'accord. En dehors de ce match-là, on avait également des matchs intéressants. Limoilou, là, on l'a dit depuis le début, rouleau compresseur, domine, écrase tout ce qui bouge en avant d'eux autres. 42-0 cette fois-ci contre Lévis. En fait, je n'ai même pas de statistiques à sortir. On dirait 42-0, tout est bon d'un côté, tous les moins de l'autre bord. La défense de Limoilou continue de faire son travail. À date, je sais quoi, c'est 20 points, je pense qu'ils ont accordé en 4 matchs. Exactement, 20 points en 4 matchs. Ils en ont marqué 149, mais je pense que c'est parce qu'ils sont tellement forts en défense qu'en plus, leur attaque, ça permet de s'installer sur le terrain. Donc, exactement. C'est ça. Puis en plus, là, mais la prochaine game va être intéressante quand même. Les Limoilou vont jouer contre Vanier. Je pense que ça va être un adversaire un peu plus... je dirais pas un peu plus bon, mais I guess, en termes de stats, parce que c'est pas pour enlever les crédits aux autres équipes, mais c'est une équipe qui est quand même plus dominante qu'on va dire que Lévis et tout. Ça va être intéressant de voir Vanier. Je pense que les Limoilou restent favoris, mais ça va être intéressant de voir comment ils vont jouer contre l'adversaire qui est quand même assez bon. Puis après, par la suite, si je me trompe pas, les Limoilou vont affronter... c'est pas le Vieux-Montréal, hein. Non, c'est Saint-Jean, puis après, par la suite, dans 2 semaines. Ça, c'est encore dans 2 semaines. Je me suis pris un peu d'avance, c'est dans 2 semaines. Le match contre le Vieux-Montréal, parce que je l'attends, comme je dis, je l'ai encerclé dans le calendrier et tout, le 15 octobre et tout. Ça va être intéressant, mais sinon, contre Vanier aussi, j'ai hâte de voir le résultat, là, voir comment Vanier va aborder la game là, contre les Limoilou. Ah, absolument d'accord, parce que Vanier a perdu son premier match de l'année contre Vieux-Montréal, justement, 29-14. Depuis ce temps-là, a gagné tous ses matchs, dont un 51-35 contre Grasset. Fait que Vanier, ça reste une équipe extrêmement bien coachée, une équipe, c'est toujours explosif là-bas. Il y a des très bons joueurs. Fait, puis leur corps arrière, qui a été joueur par excellence la dernière semaine, a encore eu un bon match. Donc, ça va être intéressant de voir
justement ce que Vanier va être capable de faire contre une défense comme Limoilou. Puis ça peut faire un bon test. Autre match qu'on a eu, Vieux-Montréal, 27 contre Lionel Groulx. On s'attendait probablement à une plus grosse domination de Vieux-Montréal, mais beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés. Ouais. Mais c'est quand même... beaucoup de blessures. On n'aime pas les blessures, comme j'ai dit, mais ça va être intéressant aussi de voir aussi la profondeur aussi du Vieux-Montréal avec les blessés qu'ils ont. Puis je pense que c'est des joueurs quand même assez importants autant de l'offense en defense, des joueurs blessés et tout. Ça va être important de voir, pas important, mais ça va être important pour les ceux qui sont dans second string, third string et tout, justement, de step up, comme on dit, next man up. Ça va être intéressant de voir le Vieux-Montréal, là, qu'est-ce qu'ils vont voir nous offrir. En plus, cette semaine, une grosse game. Pour moi, c'est le match de la semaine parce que c'est Notre-Dame contre le Vieux-Montréal. Pour ceux qui ne savent pas, Mathieu Dumoulin, qui est rendu coordonnateur offensif là, du collège à Notre-Dame là-bas, qui était l'ancien coordonnateur offensif du Vieux-Montréal. Puis le coordonnateur défensif du Montréal, qui est l'entraîneur-chef Ronaldo Sagesse. Ça va être intéressant de voir les deux. Ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années. Ça va être intéressant de voir les deux jouer aux échecs durant cette game-là. Ça va être une game que j'ai très hâte de voir, là, voir les ajustements que les deux vont apporter là, durant la game, sachant les forces et les faiblesses de chacun et tout. Ça va être quelque chose de beau à voir. Ah, absolument. Je pense que tu viens chercher un élément vraiment important de ce match-là qui va être intéressant, en effet. Puis tu l'as dit, je trouve ça... C'est un élément qu'on ne voit pas tout le temps, qu'on ne considère pas tout le temps. Mais les grosses organisations trouvent le moyen d'avoir de la profondeur. Puis c'est là qu'on va voir des jeunes talentueux qui, en temps normal, n'ont pas nécessairement l'occasion de briller à leur première saison parce que les vétérans sont solides. Puis évidemment, ils font le travail en avant. Puis là, c'est des gars à qui on demande de venir jouer. Pas qu'ils ont moins de talent, tout simplement moins d'expérience. Fait qu'ils ils vont prendre l'expérience rapidement, mais ça va être intéressant. Un petit, juste pas vérifier, mais si vous avez l'occasion, regardez le numéro 29 du Vieux-Montréal, le jeune Rubens Guillaume, un corner qui se fait un plaisir de réussir en tout cas, qui l'a fait beaucoup dans le juvénile, des fameux pick six. Il est un maître pour piéger les corps arrière qui pensent que le champ est libre et il vient couper en avant de leur gars. On va voir s'il va réussir à le faire. Il a réussi dans le match d'ailleurs à faire une interception, mais c'était sur une tentative de convertir de 2 points. Officiellement, ça ne compte pas dans les stats, mais c'est un gars qui va être intéressant à surveiller. Mais tu sais, c'est bon pour lui. Il vient de montrer aussi au coach aussi, d'envoyer un message au coach puis à tout le monde que s'il est sur le terrain, il est capable d'avoir un impact et tout. Charlotte à lui, puis on lui envoie la force là, pour le reste de la saison. Là. Yes. Champlain-Lennoxville qui a gagné 34-18. Écoute, Champlain-Lennoxville, je veux quand même mentionner Jerry Momo, une recrue qui vient d'Ottawa. Jerry Momo, 121 verges, 2 touchés. Il est 4e cette année pour le nombre de verges chez les porteurs de ballon en D1, mais surtout, il y a 5 touchés. Il est de loin en avant de tout le monde. Un très bon joueur. Il sépare la tâche avec Mathieu Roy comme porteur de ballon, là, mais tranquillement, pas vite. En tout cas, dans les 2 derniers matchs, je l'ai vu prendre de plus en plus de place. Fait que non, un solide joueur. J'ai bien aimé sa performance contre Notre-Dame. Vanier qui a gagné 36-23 contre Saint-Jean. Un score qu'on pouvait peut-être attendre. Regarde, Saint-Jean, c'est une équipe qui est toujours capable de mettre des points sur le tableau. Grosse ligne, fait que c'est jamais un match facile, mais on dirait que les grosses équipes trouvent le moyen de les battre, là, malheureusement pour eux. C'est tough, mais on espère qu'ils puissent aller chercher des victoires là, contre leur prochaine game, c'est contre Garneau. Ça ne sera pas facile, mais comme on dit, au moins ils sont capables de mettre des points sur le board. Ça va être intéressant de voir ça. Garneau, c'est avec leur défaite quand ils contre Grasset et tout. On verra. Ça va être une game. Pour les deux équipes, ça va être une game importante. Garneau aller chercher au moins une victoire, puis Saint-Jean essaie de briser là, leur losing streak, comme on dit. Yeah. Exact. Puis bon, la semaine prochaine, peut-être Lionel Groulx, Champlain-Lennoxville. Je suis curieux de savoir si Marc-Antoine Charlebois va reprendre du service comme partant. Là, on bouge beaucoup de ce côté-là à Lionel Groulx à choisir le corps arrière. Saint-Jean-Garneau, on en a parlé. Grasset est à Lévis. Notre-Dame, Vieux-Montréal, on en a parlé. Et puis, Vanier à Limoilou qui va être le gros match-up de la fin de semaine en Division 1. Yes. En Division 2, on a eu le droit à plusieurs bons matchs, mais celui qui a retenu l'attention, je pense, c'est la victoire des lauréats de Saint-Hyacinthe, 34-23 contre John Abbott, après 2 défaites de Saint-Hyacinthe, quand même contre
des bonnes équipes, on a trouvé le moyen d'aller battre les champions en titre 34-23. Un gros match pour les lauréats. Oui. Être 0-2, aller à l'étranger sur le terrain des champions en titre, puis gagner de la façon qu'ils ont gagné. Chapeau à Sébastien Desjans. Je prends le temps de l'applaudir. Chapeau. Ça vient de montrer, dans le fond, que le programme en tant que tel a du caractère. Malgré l'affiche, ils ont pu quand même se présenter avec l'énergie qu'ils ont présenté. Ça veut beaucoup dire. Puis je pense que ça va leur donner un petit boost pour le reste de l'année. Sachant qu'ils sont capables, peu importe contre qui jouent, sont capables de gagner les games. Ils l'ont prouvé contre, justement, Montmorency et Sherbrooke, des games close, mais là, ils ont pu au moins gagner contre John Abbott sur Charlotte Puis ça va leur, cette victoire-là, ça a l'air juste d'une victoire de saison, mais moi, je pense que ça va aider justement avec le programme dans le recrutement puis pour le reste des choses. Sinon, pour John Abbott, c'est dommage. On veut bien commencer le match et tout, mais c'est sûr que on fait des revirements. En offense, on fait beaucoup de revirements, surtout au premier half. 2 revirements dans la red zone, dont un qui a le dernier jeu là, de la demi et tout. Mais je pense pas que coach Pat Grégory là, il a eu de la misère à dormir durant le soir. Pour moi, c'est une défaite de saison. Ils sont capables de jouer, ils ont quand même une bonne équipe, c'est juste qu'ils ont fait des erreurs, puis je pense qu'ils vont être capables de bounce back là, pour les prochaines games. Mais sinon, une très belle game aussi de Xavier Roy, qui a terminé la game avec 242 verges et tout. C'était très beau de voir Saint-Hyacinthe, l'offense qui a été capable de marquer des points dans des moments clés, beaucoup de jeux explosifs et tout. Sur Charlotte, à eux, défensivement, ils sont venus avec l'énergie, ils ont créé des turnovers qui a ralenti le momentum de John Abbott. Ça, c'était une très belle game. Puis Charlotte encore à Sébastien Deschamps pour cette très belle victoire-là. Mais il faut juste ce petit boost d'énergie-là pour le reste des games de la saison, là. Ben en fait, oui. Puis, tu sais, les 2 premières défaites, c'est quand même contre Montmorency, Sherbrooke. Les 2 équipes invaincues jusqu'à maintenant. Contre Sherbrooke, c'est par un seul point. Tu sais, fait que je pense pas que Saint-Hyacinthe rentrait là en se disant « Oh, ça va mal notre saison. » Oui, c'était des défaites, mais tu sais, ça se pouvait. Tu n'as pas perdu contre des équipes que tu t'attendais à ce qu'ils soient en bas de classement. Donc, en partant, il y avait ça. L'autre chose, c'est que la ligne offensive de Saint-Hyacinthe, moi, m'a impressionné quand je les ai vus contre Montmorency. En deuxième demi, n'oublie pas qu'ils ont battu Montmorency, c'est la deuxième demi, même si le match a été une défaite. Après ça, ils s'en vont là. Hey, pour donner 242 verges à Xavier Roy, comme tu dis, shout-out à Xavier Roy, là, mais les trous qu'il y avait, il y a un jeu à un moment donné sur son premier toucher, là, quand le bloqueur à gauche, comment il s'appelle? Samuel, attends un petit peu, je vais te retrouver son nom parce que je trouve. Samuel Lévesque. OK? Il y a un trou qui se forme entre le garde et le centre à droite, mais c'est le bloqueur à gauche qui part et qui s'en va dans ce trou-là puis qui s'en va geler un secondaire. Samuel Lévesque, là-dessus, il fait en sorte que au lieu d'être un gain de 8, 9, 10 verges, c'est un toucher de 78. Tu sais, des jeux comme ça te montre à quel point une ligne offensive est en train de faire sa job, est en train de faire de prendre sa cohésion. 242 verges à Xavier Roy, tu l'as dit, c'est majeur. Fait que oui, il y a eu des revirements, mais il y a aussi eu une difficulté pour John Abbott d'absorber une grosse attaque qui roulait. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment ils vont s'ajuster pour les prochains matchs. Parce que, regarde, vois-tu, John Abbott joue à Édouard-Montpetit. Oui, Édouard-Montpetit n'a toujours pas gagné, mais ça reste qu'ils ont des armes offensives. Donc, ça va être intéressant à suivre pour ça. Comme tu dis, mais je pense que là, c'est là qu'on va voir John Abbott, c'est leur identité là, de cette année, parce que oui, c'est les champions en titre. La première game qu'ils ont quand même gagné, je pense, 40-12 contre Thetford. 40-12 exactement. Puis là, ils ont perdu contre Saint-Hyacinthe. Là, maintenant, Édouard-Montpetit, comme on avait dit la semaine dernière, Édouard-Montpetit, oui, on avait perdu la semaine dernière, désolé. Édouard-Montpetit ont perdu contre Sherbrooke, là, 28-23. Ouais. Édouard-Montpetit qui sont 0-2. C'est ça. Ouais, c'est une game quand même assez serrée. C'est ça que je disais aussi. Ils avaient perdu leur game 40-0 contre Montmorency. Ils sont venus une game un peu plus serrée contre Sherbrooke, qui est une très bonne équipe. Ça va être intéressant de voir contre John Abbott. Aussi, John Abbott, ça va leur donner. On va pouvoir maintenant, je pense, après cette semaine, là, on va pouvoir avoir une idée c'est qui vraiment la 3e, 4e équipe là, en Division 2. Là. Exact. Bon, la semaine prochaine, on a aussi. Ben, en fait, avant d'aller à la semaine prochaine, on va juste passer vite sur les pointages des autres matchs. Tu l'as dit, Sherbrooke qui a battu Édouard-Montpetit 28-23. C'est quand même, pour Sherbrooke, qui est une défensive formidable. Édouard-Montpetit, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points contre Sherbrooke en 3 matchs, pour ce que ça veut dire. Ça fait au moins ça. Mais Sherbrooke démontre semaine après semaine que
Ils sont sérieux. C'est pas une équipe l'équipe qui va vouloir les prendre à la légère, en tout cas, ils sont mal préparés, puis je pense pas que ça va être le cas. Mais Sherbrooke, on s'attendait à une bonne équipe défensive, mais ils montrent qu'ils sont. C'est pas juste une rumeur qu'ils sont bons défensivement, que c'est une bonne équipe de football. Ils le démontrent. Ensuite, tu as Trois-Rivières, Outaouais, peut-être un match entre deux programmes qui sont peut-être plus en bas de peloton, mais bon, déjà, si au moins Trois-Rivières va chercher une victoire 22-19. Puis Montmorency contre Valleyfield, on en a parlé tantôt, Montmorency qui menait 28-0 à la demi, puis ça finit 35-24. Fait que c'est quand même un 24-7 en deuxième demi en faveur de Valleyfield, ce qui démontre à quel point, il y avait peut-être... je ne sais pas si Montmorency a perdu un peu la concentration. Il y a eu beaucoup de pénalités en deuxième demi, mais les coachs nous l'ont dit après le match, des deux côtés, en fait. Du côté de Valleyfield, j'ai eu la chance de parler à Simon Boudreau, le carrière, après. Il a dit, garde, on a décidé entre les deux demi, on va prendre ça jeu par jeu, série par série. Là. On ne pouvait pas monter ça d'un coup. Il dit, on aurait aimé savoir un peu plus de temps parce qu'on sentait que ça marchait notre affaire, mais ils sont partis de là avec une défaite. Évidemment, ils ne sont pas satisfaits. Mais sachant comment ça s'est passé, c'est pas une défaite où tu reviens en autobus puis tout le monde, il n'y a personne qui parle. Non, il y a moins de bâtir là-dessus. Puis de l'autre côté, Montmorency, les coachs disent c'est quasiment une bonne chose que ce soit arrivé. Tu gagnes pareil, mais ça t'assure que tes gars restent humbles, si on veut. Ouais. Reste s'enfle pas trop la tête parce que tu venais de gagner 40-0 la semaine d'avant. Tu mènes 28-0 après une mi-temps. Ça fait 68-0. Là, tu penses que tu es tout seul sur le terrain à chaque fois. Fait que c'est peut-être une bonne affaire d'avoir eu ce match-là, cette deuxième demi-là. Toi, tu l'as vu, tu étais sur place aussi. Oui, exactement. Il faut juste faire attention de côté de Montmorency, bien terminer les matchs et tout, parce que des trucs comme ça, là, ça peut faire mal là, dans le line. Puis en plus, la prochaine game, ils jouent contre Trois-Rivières. C'est une équipe qui est un peu plus faible et tout. Sauf qu'il faut juste faire attention de ne pas s'endormir là. Parce qu'on gagne 40-0, des gros scores et tout, puis là, avoir la tête enflée. Mais je pense pas que ça va arriver avec Montmorency. Mais comme tu as dit, je pense que c'est un wake-up call, si on peut dire ça comme ça, même s'ils ont gagné la game, pour comprendre qu'une game de football, ça se finit au quatrième quart. Malgré le score, il faut terminer la game, là, parce que là, 28-0, puis terminer la game 35-24, ça en dit beaucoup. Exact. Donc, semaine prochaine, John Abbott à Édouard Montpetit, Montmorency à Trois-Rivières, Sherbrooke à Valleyfield, qui est le gros match, je pense, qui va être à surveiller. Et Thetford à Saint-Hyacinthe. Est-ce que Valleyfield est capable d'infliger une première défaite à Sherbrooke? Peut-être. Moi, en tout cas, regarde, il faut jouer le match, mais pour moi, c'est loin d'être évident que Sherbrooke est hautement favori, même s'il faut les mettre à cause de leur fiche. Détroit, on va aller tout de suite à la section nord-est parce qu'on avait la chance de voir le match-up qu'on voulait voir depuis le début de l'année, qui est Beauce-Appalaches contre Jonquière, la finale de l'année passée. Et Beauce-Appalaches gagne 31-15. Écoute, je pense que c'est ce qui arrive un peu qui est un peu plate dans un sens, c'est que dans cette section-là, c'est le match que le monde veut voir parce que c'est le match c'est qu'on sait que ça va être les deux équipes qui vont ressortir. Là. Donc, c'était de voir comment ça allait se passer. Encore une fois, je pense que, regarde, Beauce-Appalaches a fait son travail. Thomas Jean, très, très régulier, là, 15 en 33, c'est peut-être pas énorme, mais 244 verges, 4 passes de toucher, il a couru 6 fois pour 28 verges. Donc, du bon travail dans l'ensemble. Je veux quand même souligner une chose, par contre, du côté de Jonquière. Derek Martel. Derek Martel est un demi-défensif qui devait aller jouer à McGill, qui est revenu pour une dernière saison à Jonquière. 2 interceptions dans le match. Wow. Il est rendu à 5 interceptions en 3 matchs cette année pour Jonquière. Je ne sais pas s'il va retourner à McGill l'an prochain ou s'il va revoir sa décision. Mais, on dirait qu'il va se faire contacter par quelques universités, j'imagine. Là. Peut-être sa décision, il va repenser à sa décision, mais 5 interceptions, là, c'est quand même assez intéressant. Absolument. Fait que je pense que c'était à souligner. Sinon, dans la Sud-Ouest, on a eu 3 matchs. Huntsic, sans surprise, qui bat Drummondville 45-7. On a eu Champlain-Saint-Lambert qui a gagné son 3e match en 3, mais juste 18-9 contre Shawinigan.
Fait que ça, en ce sens-là, c'est peut-être, je ne veux pas dire, c'est peut-être surprenant ou pas, je ne le sais pas, parce que, tu sais, à date, le Champlain-Saint-Lambert a battu Drummondville 31-9. Après ça, contre Lanaudière, ça a été serré 17-14, puis là, c'est serré 18-9 contre Shawinigan. Est-ce que Champlain-Saint-Lambert, qui a une fiche de 3-0, est d'aussi bon calibre que Huntsic puis Victoriaville? Tu sais, c'est ça qu'il va falloir voir dans les prochains matchs. Puis d'ailleurs, Champlain-Saint-Lambert reçoit Victo là, cette semaine. Puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant aussi, oui, on sort Victoriaville, mais la semaine après, qui est le 1er octobre, ça va être, si je me trompe, ça va être Champlain-Saint-Lambert justement contre Huntsic au complexe sportif Claude Robillard. Quand on avait passé l'entrevue là, durant leur camp d'entraînement, là, Huntsic, il nous parlait que comme quoi c'est une game qu'à chaque année, c'est intense, intensité. Puis je pense que le hype de cette game-là, cette année, va être quand même assez intéressant si leur fiche reste, les deux équipes restent invaincues lors de leur rencontre le 1er octobre. So, je pense que ça va être une game assez intéressante à voir. Puis comme tu as dit, Champlain, Saint-Lambert qui joue contre Victoriaville. Victoriaville qui est quand même une bonne équipe et tout. On va voir ça va être quoi le niveau de jeu et tout. Mais Huntsic, je pense que pour ce début de saison-là, je pense que c'est l'équipe, pour moi, c'est l'équipe numéro 1, là, l'équipe à battre là, cette année, pour l'instant, pour le moment, là, qui joue très bien à chaque game. Là. Ah, aucun doute. Puis garde, on parlait d'un gars qui a fait 242 verges en D2. Ben, il y en a un qui en a fait 214 en D3, Arthur Bédard, justement, pour Huntsic. 214 verges, 3 touchés. À chaque semaine, il y a un nouveau gars, on dirait, qui fait le travail. Puis, il y a un certain Oriola Poirier-Shot qui, pas l'année passée, mais la semaine passée, a inscrit 3 touchés. Là, il en a inscrit 1, mais 4 catchs seulement, 147 verges. Ouais, ce gars-là est un athlète assez spécial, puis tu sais qu'il ne jouait pas au football avant cette année. Il a joué un peu au flag, mais c'est un gars qui ne jouait même pas au football. Donc, finalement, ça ne dérange pas trop, je pense, d'avoir des épaulettes sur les et puis un casque. Mais ça dit beaucoup pour les coachs d'Huntsic, avoir, comme ils ont dit durant leur entrevue, là, comme quoi qu'ils ont été capables d'aller chercher les petites perles rares et tout, puis qu'ils n'étaient pas, oui, ça leur a fait mal les armes là, qu'ils ont perdu l'année dernière, des gros joueurs explosifs, mais ils ont dit que cette année, ils étaient très à l'aise avec le personnel qu'ils ont, puis on peut le voir sur le terrain là, en offense, autant en offense qu'en defense, là, les joueurs sont capables de jouer du football. Là. So, c'est intéressant, c'est beau à voir. Excellent. Non, super bon point. C'est un fait, là, le travail de recrutement qui est fait à Huntsic, il faut saluer ça. On termine. Bon, ben c'est ça, la semaine prochaine. Huntsic est à Shawinigan, Lanaudière à Drummondville, puis on répète, Victo à Champlain-Saint-Lambert, qui va probablement être le match à suivre en Division 3 là, pour un peu placer les pions de tout le monde, savoir à quel point Champlain-Saint-Lambert est capable de se maintenir avec les tops. Sinon, la game de la semaine qu'on va filmer, on se dit quelle équipe? Écoute, je sais que toi, tu voulais aller voir CNDF contre Vieux-Montréal, étant donné la rivalité qu'il peut avoir du fait de Mathieu Dumulon qui revient jouer contre son ancienne équipe. Sinon, écoute, moi, personnellement, là, Sherbrooke-Valleyfield en Division 2, d'après moi, c'est le match à surveiller. C'est lui qui, pour moi, a le plus le plus d'impact. Oui, probablement. Puis évidemment, on ne peut jamais deviner est-ce que ça va être serré ou non, mais qui risque de vraiment... on arrive au milieu de la saison, hein, fait qu'on commence à savoir un petit peu les classements, qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Sherbrooke-Valleyfield, on a 2 équipes qui sont rendus à un niveau où est-ce que là, on veut voir, on a des preuves là. Valleyfield qui était parti so-so, mais qui, comme on a dit, a fini très fort contre Montmorency malgré la défaite. Ben, Valleyfield, ça reste un très gros programme. Sherbrooke ne peut pas arriver là en disant on est 3-0, puis Valleyfield, c'est une équipe moyenne, 0, ils ne peuvent pas faire ça. De la même façon, Valleyfield, ils sont obligés d'avoir un énorme respect pour Sherbrooke, parce que Sherbrooke est en train vraiment de se positionner comme une équipe de tête en D2. Fait que pour moi, c'est le match qui va être le plus intéressant. Je ne sais pas si toi, tu vois ça comme ça aussi. Ben oui. On va en discuter pour la semaine prochaine de tout. So, une bonne semaine de football aussi encore à venir. So, let's go! Yes, sir! Hey, merci, Chris. Évidemment, j'invite encore tout le monde à aller voir le reportage vidéo que tu as fait du match de Grasset contre Garneau sur nos plateformes différentes des réseaux sociaux, notamment surtout sur YouTube. Donc, allez voir ça.
Chris, toujours excellent. Tu fais du super travail, puis on se reparle la semaine prochaine. Yes, merci beaucoup, Philippe. Salut. Yes. Salut. Ciao. Alors, la suite du podcast, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Ce sera évidemment l'entrevue de la semaine avec la coureuse de toutes sortes de distances et de cross-country, l'excellente Jessie Lacourse du Rouge et Or de Laval. À tantôt. Alors, bonjour tout le monde et rebonjour tout le monde. En fait, on continue notre podcast Bulletin sportif présenté par Gagné Sport. Et cette semaine, à l'entrevue de la semaine, on reçoit je ne sais plus comment la décrire, c'est la championne, en fait, point. Je pense qu'on va, ça résume assez bien qui elle est. C'est Jessie Lacourse de l'équipe d'athlétisme et de cross-country de l'Université Laval du Rouge et Or. Salut Jessie, merci d'accepter notre invitation. Bonjour Phil, merci beaucoup de me recevoir avec vous. Écoute, je résume en disant championne, mais en réalité, si on veut vraiment faire un résumé, mettons l'année passée, championne provinciale et canadienne au cross-country individuel, puis évidemment l'équipe du Rouge et Or. Au niveau de l'athlétisme, championne provinciale aux 1000 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres, 4 fois 800 mètres. Au championnat canadien, 7e aux 1500 mètres, 2e aux 3000 mètres et 4e avec son équipe aux 4 fois 800 mètres. Donc, un pédigré assez bien rempli. Ça, si on parle du niveau sport universitaire, mais en plus, ta carrière, si on veut, civile. Donc, Jessie Lacourse, tu en aurais en masse à nous raconter. Comment ça va en ce moment? C'était la première course en fin de semaine de cross-country à McGill, mais tu n'y étais pas. Non, j'y étais pas. En fait, cette course-là est assez tôt dans la saison. Puis, comme j'ai été blessée beaucoup cet été, on voulait me laisser le temps de reprendre comme il faut les entraînements, être certain que ça allait bien aller. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé mon équipe y aller sans moi, mais ils ont super bien fait ça, compte tenu du fait que souvent, cette course-là est tôt, comme je l'ai dit. La plupart des athlètes, après la saison d'athlétisme durant l'été, ils prennent leur petit break annuel à ce moment-là. Donc, la plupart d'entre eux revenaient, ça faisait pas trop longtemps, dans leur off-season, qu'on peut dire. Donc, c'est ça, ils ont vraiment bien fait. Victoire chez les gars, chez les filles, par équipe, individuelle aussi, les 2 premières places de chacune des débats. Chez les filles, ça a été 1, 2, 3, 4. Ça a été vraiment, vraiment bien été. Comment, parce qu'on aura le temps d'embarquer dans ton cas à toi, comment t'expliques ça que le Rouge et Or est si dominant sur cette scène-là de l'athlétisme, du cross-country, parce que là, on sépare les deux, parce qu'en réalité, il y a la saison de cross-country à l'automne, puis l'athlétisme en soi l'hiver. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, le Rouge et Or est si solide? Parce que c'est pas juste toi ou un ou deux athlètes ici et là, c'est vraiment, tu l'as dit, là, 1, 2, 3, 4 pour les filles. Oui. Il y a une structure là, qui est là. Oui, absolument. Donc, je pense qu'on peut dire aussi que les meilleurs attirent les meilleurs. Puis ça a été ça, entre autres, pour moi. Je voyais dans le temps Charles-Philibert Thibouteau y aller, d'avoir de bons progrès en étant à Québec. Il y en avait d'autres aussi à ce moment-là qui étaient tous aussi de bons coureurs, de bonnes coureuses, Laurence Côté. Puis là, je me disais, ben là, à Québec, c'est là que ça se passe. Donc, c'est ça. Je pense que les meilleurs attirent les meilleurs. Puis on a beaucoup, beaucoup de coureurs de la région de Montréal qui viennent à Québec. Des coureurs de demi-fond surtout. Donc, c'est ce qui fait que notre équipe de cross-country est une des meilleures, en fait, est la meilleure au Canada, autant chez les gars que chez les filles. On l'a vu l'année passée. Donc, cette année, on vise la même chose aussi. Donc, c'est ça. Pour vrai, on a un beau pack d'entraînement. Puis, je pense que ça vient faire en sorte que les gens veulent aussi se joindre à nous pour le beau pack d'entraînement. Parce que même quand il y a une fille ou deux qui n'est pas là, l'équipe elle reste tellement forte pour l'entraînement qu'il y a tellement de monde que ça devient plaisant, puis pas trop non plus, parce que quand même, c'est son sélectif là, du fait qu'on n'est pas sans l'entraînement non plus. Là. Pour l'équipe de cross-country, on est 18 gars, 18 filles, plus quelques-uns qui n'ont pas nécessairement été pris, mais qui sont quand même de niveau à s'entraîner avec nous, que Félix laisse la chance de s'entraîner avec nous pour que l'année prochaine, il puisse se réessayer et peut-être faire l'équipe. Est-ce que le cross-country, parce qu'évidemment, vous devez le prendre assez au sérieux si vous avez les résultats que vous avez, mais est-ce que c'est vraiment différent le cross-country versus la course à l'intérieur au point où vous considérez ça vraiment comme deux disciplines complètement différentes ou dans le fond, c'est une préparation à votre saison d'hiver, le cross-country? Un peu les deux, mais majoritairement la première réponse, d'un sens que le cross-country et l'athlétisme, c'est complètement différent.
C'est pas les mêmes coureurs. Des fois, c'est pas les mêmes coureurs. On va avoir des coureurs qui sont vraiment spécifiques cross-country, longue distance, mais qu'en arrivant sur piste, le 1500, le 3000, qui est les distances qui sont les distances les plus longues, ça se trouve à être un petit peu trop court pour eux, mais qui excellent quand même très bien en cross-country. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu fais l'équipe de cross-country, que tu vas faire l'équipe d'athlétisme. Donc, puis il y en a que c'est par choix aussi, qui font juste le cross-country, pas l'athlétisme, certains juste l'athlétisme, pas le cross-country. Donc c'est ça. Mais il y en a aussi des coureurs que leur cross-country, c'est pas leur force, mais qui sont bons quand même, puis que ça peut servir de préparation pour l'hiver en athlétisme. Donc, c'est un peu des deux. Toi, personnellement, tu le vois justement comme deux affaires complètement différentes pour toi, ou est-ce que c'est vraiment, tu as un type d'entraînement pour le cross-country, puis un type d'entraînement pour ton... puis en fait, tu en as 3, si je pourrais dire, là, parce que tu as même ta version 3000 mètres steeple aussi que tu peux faire en plus. Que, dans le fond, on peut dire que c'est ça, tu as vraiment différentes disciplines pour toi. Puis en même temps, ça change de mal de place, là, parce que de faire que de la piste à longueur d'année, ça devient lourd. Donc, le cross-country, ça nous permet de changer d'air, vraiment de travailler en fond plus qu'en vitesse. Donc, c'est vraiment super, c'est le fun. Ça nous permet d'aller courir ailleurs que sur une piste. Ça fait du bien un petit peu. Puis ça fait juste faire en sorte que quand on revient sur la piste après ça, on est encore plus craqué, puis on fait encore des meilleurs trainings parce qu'on s'est ennuyé de la piste, puis on a hâte d'y revenir. Justement, techniquement, le fait d'avoir des foulées sur des pentes, sur des veux pas une piste qui est inégale quand tu es dehors, quand tu cours dans le bois ou quand tu cours du cross-country, veux pas, tu n'es pas sur de l'asphalte longiligne, puis que ça bouge pas. Techniquement, y a-t-il vraiment des différences, puis il faut faire attention à éviter certaines blessures, ou vraiment vous courez essentiellement de la même façon, c'est juste que ça se passe ailleurs? C'est sûr qu'il y a différentes techniques. Par exemple, quand on monte la côte, moi, je me plais souvent à dire aux filles, regardez en haut de la côte et non pas dans la côte parce que c'est là que tu vas aller. Donc, même sur le plat aussi, ça le fait aussi de ne pas regarder à terre, mais de regarder au loin. Parce que quand tu regardes au loin, ça t'amène à vouloir te projeter plus loin puis non pas ralentir en regardant le sol. Et sinon, dans les côtes, des fois, des petits bas rapides, ailleurs avec les bras. Des fois, quand ça ne marche plus avec les jambes, on force avec les bras. Puis les bras vont donner finalement la cadence aux jambes. Donc, des fois, en course, en côte, ça devient dur parce qu'il y en a des bonnes des fois. Mais sinon, c'est sûr qu'au niveau des blessures, c'est toujours un peu plus risqué en cross-country qu'en sur piste. Hein? Donc, en cross-country, des foulures, tomber à cause de la bouette, glisser, se geler les pieds rien qu'en masse. Donc, mais essentiellement, là, je veux dire, je pense que ça se fait naturellement. Je veux dire, oui, on peut se donner des petits trucs, oui, on peut penser à quelques petits points techniques, là, mais honnêtement, c'est rare que je me suis dit, il va falloir que je cours de telle manière, je fais du cross-country, puis là, il faut que je change ma technique de course parce que je m'en vais sur la piste. Non, ça se fait naturellement, puis c'est pas bien plus compliqué. Là. C'est juste les distances. Je me demandais parce qu'à un niveau élite comme le vôtre, c'est pas comme le Kidam qui décide d'aller courir pour essayer de ne pas reprendre ou en tout cas de perdre les 10 livres de trop qu'il a pris parce qu'il a pris trop de bière ou il a trop mangé à Noël. Là. Je me dis, à votre niveau, il y a peut-être des éléments plus spécifiques ou en tout cas, je sais que le diable est dans les détails souvent au niveau élite dans le sport. Oui, c'est sûr, mais grosso modo, ça se fait pas mal naturellement. Là, pas besoin de penser trop à ça. Là. OK, excellent. Pour revenir à toi personnellement, là, tu disais, j'ai eu des blessures cet été. Quel genre de blessures? Qu'est-ce qu'il y en est grave, dangereux, à long terme? Quel impact ça a pour l'instant? Oui, donc en fait, en steeple, la fameuse course de steeple que je fais. Donc, ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça se passe sur la piste, c'est un 3000 mètres avec à chaque tour 4 barrières fixes qui sont longues et larges, qui font la largeur presque de la piste. Donc, puis il y en a une par tour que c'est pas un simple saut, c'est un saut avec un trou d'eau. Donc, ce trou d'eau-là, il est en pente. C'est ça. Puis c'est dans ce trou d'eau-là que je me suis fait mal à ma première course de steeple, à mon deuxième saut. Ma cheville, je me suis coincé quelque chose dans ma cheville qui s'est inflammé puis qui n'a pas réussi à se désinflammer durant l'été. Donc, à chaque fois que je réatterrissais puis je refaisais des steeples, c'était souffrant, c'était dur. J'en ai développé aussi d'autres blessures à mon genou parce que veut pas mon genou compenser un petit peu. Courir sur le plat, ça va. Courir en terrain instable, où est-ce que ma cheville atterrit pas de façon stable, des fois, ça me fait encore mal un peu.
Donc, honnêtement, on a essayé la cortisone, on va essayer autre chose après la saison de cross-country. Après, on va essayer de voir aussi si le temps peut simplement bien faire les choses. Donc, puis il y a mon genou que justement, lui, sa mécanique, elle a changé un petit peu dû à ma cheville parce que là, il a dû compenser parce que probablement qu'involontairement, je me ménageais un petit peu du côté gauche. Donc, ça faisait en sorte que mon genou travaillait plus bien. J'ai développé un kyste dans mon genou au retour de ma blessure. Donc, c'est ça, une tendinite aussi à l'intérieur du genou. Donc, il faut vraiment que je fasse attention, que je travaille fort avec mes physios pour qu'on puisse, comme ils disent, rétablir la mécanique de mon genou pour que je puisse continuer à courir sans avoir mal. Parce que pour l'instant, courir sur le plat, en côte, peu importe, là, mais ça va très bien. Donc, on espère que l'été prochain, ça va être correct pour le stipule, revenir à faire des sauts, atterrir mes sauts, parce que c'était ça qui me faisait mal, c'est atterrir mes sauts. Donc, c'est ça. On se croise les doigts. Puis, on espère que pour la saison de cross-country, ça n'abîmera pas trop la cheville. Ben, question de même, on est écouté comme ça. Est-ce que ça veut dire que la saison cross-country 2022 de Jessie Lacourse, ça va être inexistante ou tu as quand même espoir de revenir? Oui. Donc, pour l'instant, la forme, après, j'ai passé 7 à 8 semaines, pas d'intervalle, 6-7 semaines, pas d'intervalle de course à pied. Je m'entraînais en vélo, je m'entraînais à la nage, je joguais, au retour tranquillement, mais avant que je reprenne des intervalles à la course, ça a pris du temps. Puis finalement, ben là, faut croire que le corps n'oublie pas toutes les années d'entraînement qui étaient derrière moi parce qu'en revenant présentement à l'entraînement, j'ai réussi à faire de belles et bonnes choses. Donc, ça fait 2 semaines et demie à peu près là, que justement, j'ai recommencé des vrais entraînements d'intervalle. Donc, là, ça va bien. On était agréablement surprises, Félix et moi. Donc, c'est ça, on va voir. Puis, il y a encore tôt, là, tu sais, les grosses courses qui ont vraiment beaucoup d'impact vont être vraiment plus mi-fin novembre pour les 2 championnats canadiens, le premier universitaire, le deuxième civil. Donc, ça me laisse quand même 2 mois pour reprendre la touche, là, aller ajouter un petit peu plus de vitesse dans mes jambes puis d'aisance finalement dans ces cadences-là. Là. Donc, c'est ça. Mais non, elle n'est pas... Moi, pour l'instant, je pense que ma saison n'est pas inexistante. Du moins, il va falloir que... En tout cas, on se croise les doigts. On dit pas... On parlera pas de façon négative. On va se croiser les doigts pour que la saison puisse se passer comme la saison de l'année passée. Ben, on va te le souhaiter parce qu'il y a des championnats provinciaux et canadiens, des titres à aller défendre. Oui. Justement, l'année passée, c'était quand même spécial. Oui, tu as gagné, mais l'équipe a gagné au niveau provincial, mais au niveau canadien, après, sur les plaines d'Abraham, donc chez vous. Raconte-nous donc ça, comment c'était, parce qu'évidemment, il y a les gars et les filles qui ont gagné. Ça devait être un événement. C'était magique. Oui, c'est ça. Oh, oui. Oh, vraiment. Puis, honnêtement, là, ça a été une chaude lutte avec ma plus proche poursuivante. Donc, grosso modo, dans la course, après la moitié de la course, c'était pas mal elle et moi en avant. Après ça, il y avait un petit pack de quelques filles, dont Catherine Beauchemin, Anne-Marie Comeau et d'autres filles de d'autres universités faisaient partie. Donc, après la fin de mon 3e tour, en débutant le 4e tour, j'avais un 5 secondes d'arrière sur elle, ce qui est quand même, tu sais, c'est quand même une bonne distance, le 5 secondes quand tu vas courir des filles à cette vitesse-là quand même, là. C'est une bonne distance, mais finalement, à un moment donné, tous les encouragements de tout le monde qui était là, et des amis, de la famille, tout le monde votait ou pratiquement rouge, tu sais, je veux dire, le nombre de personnes qui étaient venues voir le Rouge et Or, là, c'était impressionnant, là. Les gens là, qui étaient de chaque côté, là, il y avait des cordages, mais les gens dépassent un petit peu les cordages avec leurs bras, leurs mains, tout ça. Oui. On rentrait là, dans des corridors là, d'encouragement, là, puis c'était quelque chose. Là. Avais-tu déjà vu ça ailleurs, exemple? Avais-tu déjà vu ça ailleurs, exemple en Ontario pour Guelph ou cette honnêtement, non. Il y avait tant de monde autour de la piste? Non, parce qu'en plus, c'est que le parcours des plaines d'Abraham, il était fait il y a de plusieurs places que c'était comme en serpentin où est-ce qu'on venait, puis au centre, il y avait comme les gens pouvaient se mettre au centre puis encourager à comme 3-4 endroits sans trop avoir à se déplacer. Donc, le temps que nous, on fasse, mettons, un serpentin, qu'on repasse vers le milieu, qu'on redescende, qu'on revienne. Dans le fond, ce que ça faisait en sorte, c'est que les gens nous encourageaient de place en place sans trop avoir finalement à se déplacer. Donc, on avait comme 4 fois plus d'encouragement que la normale. Oui, c'est sûr que dans les bouts, on avait un peu moins d'encouragement, mais tu sais, là où il y avait le départ arrivé, il y avait beaucoup de gens. Puis il y avait quelques gens quand même qui s'étaient déplacés vers là où c'était plus dur. Puis à un moment donné, Danny Racine, qui était l'entraîneur à ce moment-là de l'équipe, me dit tu perds rien à l'essayer. Dans le sens que j'étais 2e.
Il restait 1 kilomètre riche à faire. Les filles en arrière, il y avait quand même un petit peu de temps en arrière il y avait quand même quelques secondes en arrière de moi. Donc, ça voulait dire, essaie-le. Si tu réussis, tu gagnes. Essaie-le. Si tu réussis pas et que finalement, elle te rattrape, ben, regarde, tu risques de rester deuxième pareil. Donc, ça m'a vraiment gros joué dans la tête. Je lui disais, faut que je l'essaye parce que, ça reviendra peut-être pas tout le temps. Puis, mon Dieu, 500-600 mètres de la fin, j'ai réussi à la passer. Puis, je savais que si je la passais, fallait que j'accélère parce qu'elle allait accrocher. Puis, tu sais, quand tu passes quelqu'un, là, faut pas que tu passes et que tu ralentisses ou que tu gardes la même cadence, puis cette personne-là va comme juste avoir repassé. Fait Parce que quand tu te fais passer, ça fait. C'est ça, quand tu passes ou que tu te fais passer, ça doit te donner un boost de dire wow, je peux pas décrocher. Fait que c'est ça que tu dis, il faut que tu continues d'accélérer parce que l'autre personne, justement, elle veut accrocher, elle veut pas te laisser. C'est méchant, là, mais c'est ça. Si je passe à la même vitesse que la cour ou presque, ben, elle va juste m'accrocher, puis à la fin, pouf, elle va repasser. Fait que quand tu passes, tu pèses sur l'accélérateur, puis tu y vas. Puis en plus, quand j'ai passé, c'était le plateau en haut, la seule place où est-ce que c'était un petit peu plat. Puis après ça redescendait jusqu'au finish. Donc, cette fille-là est un petit peu plus une fille de long, demi-marathon, moi, un petit peu plus une fille de piste. Donc, je pense qu'au niveau de la vitesse pure, j'avais une petite longueur d'avance. Mais ça a vraiment tout pris, là. Je veux dire, j'avais tellement de gens qui m'encourageaient. Je pense que j'aurais été ailleurs, ça aurait été plus difficile que si, qu'en étant finalement à Québec avec tout le monde qui m'encourageait, là. C'était vraiment exceptionnel, vraiment, là. Avec Charles Philibert, qui était notre commentateur maison, c'était incroyable. Une petite gorgée d'eau, là. Oui. Écoute. Puis avec les gars, finalement, juste après, là, les gars, c'était plus serré, là, mais c'était incroyable, là. Mais tu sais, quand tu dis, parce qu'on en reviendra au gars vite, mais toi, quand tu dis, OK, il faut que je l'essaye, là, veux pas, tu as un rythme de course, mais tu as un rythme de course de championnat, là, c'est pas un rythme de course de pratique, là, fait que tu es quand même à un rythme rapide, que tu le sais, que, tu sais, c'est pas, t'en laisses pas de côté, là, tu veux gagner un championnat, fait que vouloir accélérer, vouloir en donner plus, jusqu'à quel point tes jambes sont capables de suivre ce que ton corps, ce que ta tête dit, d'en dire. C'est ça, c'est pas les jambes, c'est la tête. C'est ça. C'est pas les jambes. Rendu là, dans une course, là, c'est plus les jambes, c'est la tête. Si la tête est pas là, c'est bien de valeur, mais ça marchera pas. Il faut vraiment que la tête, la concentration, que le désir de vouloir se faire mal soit là, tu sais, parce que ça fait mal. C'est pas facile, là, une fin de course comme ça, là. C'est vraiment pas facile. Puis, je suis allée chercher, là. Ça a probablement été la course la plus dure de tout mon automne, là. C'était quelque chose d'aller chercher aussi creux dans toutes ses réserves d'énergie. Puis, ouais. Mais c'est vraiment ce qu'il a fallu parce que l'autre fille était finalement 2-3 secondes en arrière. Elle était vraiment pas très, très loin. Peut-être 2 secondes. Elle était vraiment, vraiment proche. Puis après ça, ben là, je savais pas trop ce qui se passait en arrière de moi, mais c'était vraiment cool de voir que Catherine a réussi à rentrer au poste en finissant 3e, puis Anne-Marie Comeau 4e, puis après ça, tu vois ça, Jade qui arrive comme 8 ou 9. Donc, on voyait là, que c'était vraiment une domination flagrante des filles du Rouge-et-Or. Puis les gars n'ont pas été chanceux, ils ont perdu un de leurs bons coureurs comme la veille, qui était blessé. Donc, ils ont pris leur réserviste, qui est Alexis Lepage à ce moment-là. Puis Alexis a tiré une course impeccable. C'est ça, vraiment impeccable là, en finissant, je pense, il a pointé comme 5 ou 6e meilleur coureur de l'équipe. Là, donc, c'était. Puis les autres gars aussi en avant ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ils ont roulé fort, puis ils ont gagné par quelques points. Là, je pense par 5 points. C'était pas pareil. Effectivement, c'était très, très, très serré. C'était serré, on ne savait pas. Au final, on calculait, on se dépêchait, on regardait. C'était vraiment incertain parce que c'est dur de calculer. Lui a fini tel. Fait que là, il fallait vraiment attendre les résultats officiels, mais on le savait un petit peu que les gars allaient probablement gagner, mais c'était vraiment serré. Fait que, puis ça a festoyé comment des athlètes brûlés qui justement font les courses les plus folles. Parce que c'est ça, t'es brûlé dans le fond. Honnêtement, je ne sais pas si tu vas être capable, là, mais il y a un beau vidéo qui fait un wrap-up de cet événement-là créé par Nicolas Morin. Puis si tu vas pouvoir le mettre là, en lien avec ce vidéo-là, là, je te l'enverrai. C'était une excellente vidéo qui remonte cet événement-là. Puis à chaque fois que je l'écoute, j'en ai les larmes aux yeux. Donc, ça a été vraiment un bel événement, mais on peut voir là, les gars là, qui se tiraient, se garochaient dessus, criaient comme des débiles. Ils étaient heureux. Puis les filles, ben là, on criait un peu moins, là, mais on était toutes très, très, très contentes là, de
de l'emporter parce que 2018, oui, on avait gagné par équipe. 2019, on s'était finalement, je pense qu'on est fini 3e. Puis c'est ça, là, on revenait 2020, ça a été une année de pause. Puis 2021, ben c'est ça, on était content de revenir sur la plus haute marche du podium. Et c'est ce qu'on souhaite encore pour cette année chez nos deux équipes. Ben, je vous le souhaite, effectivement. C'est toujours des grands moments. Fait que c'est pour ça que je me demandais, justement, pour toi, à quel point, personnellement, justement, ça venait te chercher de dire, ben, regarde, je vais faire partie d'essayer de regagner ce titre-là, puis et individuellement et par équipe, là, l'importance que ça peut avoir pour toi. Là. Oui, ben honnêtement, c'est le plus beau jour de ma carrière universitaire. Il n'y a rien qui accote ça, mais de loin. Là. Puis, tu sais, j'ai déjà gagné 2 fois au niveau d'athlétisme, le championnat canadien. Puis ça, avec tout le monde qui était là en cross-country, voir aussi la progression que j'ai faite depuis les années. Je n'ai pas toujours été dans les meilleurs top 10. Donc, quand j'ai commencé, top 20. Après ça, ben, ça a été, je pense que j'avais fini comme 7e. Après ça, ben, j'avais une année où j'étais malade, j'ai fini 14e. Puis là, ben, je suis revenue en grande force. Donc, c'est ça, j'en suis bien contente. Athlétisme maintenant. Depuis plusieurs années, depuis quelques années, tu es comme la figure de proue de l'athlétisme féminin au Québec, dans le sens où je l'ai listé tantôt, mais je veux dire, j'aurais pu reculer toutes les années la quantité de médailles d'or que tu as au championnat provincial, universitaire, ça s'accumule, ça s'accumule. Qu'est-ce que tu entrevois pour cette année? À quel point médaille d'or versus comment je pourrais dire, résultat, tu sais, le chiffre au bout, une fois que tu franchis la ligne, qu'est-ce qui drive le plus? Est-ce que c'est la victoire ou dire vraiment ma performance cette journée-là au 3000 mètres, je voulais courir en bas de temps? Ou le fait que quand tu es rendu à la compétition, bien, il y a le monde autour de toi, il y a le rythme de la course qui fait que qu'est-ce qui vient le plus chercher à la fin ou qui te rend le plus fier, mettons? Est-ce que c'est la victoire ou ce résultat? Un peu les deux, je dirais. Ça dépend des courses. Il y a des courses où est-ce qu'on le sait, on veut aller chercher un temps, que ce ne sera pas nécessairement de gagner ou quoi que ce soit. Puis il y a des courses de championnat, justement, championnat provincial, championnat canadien universitaire. Ça, ben, un peu ce qu'on cherche, c'est la médaille, je veux pas, là. Donc, puis, par exemple, quand on va à Boston, ben, c'est pas une course qui est nécessairement universitaire, mais à Boston, souvent, c'est une belle piste intérieure. Elle est courbée, la courbe, la piste, là. On dit qu'elle est bankée, le coin de la piste. Donc, c'est une piste qui est plus rapide. On va aller chercher des temps. Souvent, ben, c'est pas mal là que je vais depuis les pratiquement 10 dernières années courir mon 3000 mètres. Donc, c'est ça. L'année passée, j'avais réussi à le faire tout juste en bas de 9 minutes, donc en 8,59. Cette année, ben là, ce serait tant mieux si je peux encore abaisser ce temps-là. Sinon, ben, après ça, les courses de championnat, ben, le but, ben, c'est de gagner. Donc, c'est sûr que ça fait toujours je pense que ça fait toujours un beau sentiment de pouvoir remporter un championnat provincial. Puis, ils sont pas moins importants ou plus importants. Je veux dire, on a tous travaillé fort pour se rendre jusque-là, qu'on finisse 5e, qu'on finisse 3e, 2e. Je veux dire, l'important, c'est d'être content, d'être fier de ce qu'on fait. Puis, si le temps vient, tant mieux quand le temps vient. C'est juste que des fois, mettons, en championnat provincial, ben, c'est des courses qui sont stratégiques. Dans une course stratégique, le départ va parfois être plus lent, ce qui va un peu empêcher de faire des records personnels, des PB, personal best, qu'on dit ici en athlétisme. Donc, c'est ça. Donc, souvent, les courses de championnat, lui, c'est plus de gagner que de faire des temps parce que, justement, les courses sont stratégiques. J'imagine très bien que tu espères être encore championne provinciale dans tes différentes disciplines. Tu cours plusieurs disciplines. Est-ce qu'avec le temps, parce que là, ta carrière, tranquillement, elle va évoluer au-delà de l'université. Tu m'as déjà dit avoir des aspirations olympiques puis des choses, puis par rapport aux 3000 mètres steeple, est-ce que ça fait qu'éventuellement, exemple des 1000 mètres, tu vas laisser tomber ça? Ou comment tu travailles là-dessus? Ou si tant que tu es au niveau universitaire, tu vas faire le maximum de compétition ou en tout cas de discipline possible? Bien, c'est sûr que mon passage universitaire, c'est pas éternel. Donc, tout ce que je peux faire, que je suis capable de faire, puis que je vais le faire. Donc, c'est pourquoi que l'année passée, j'avais couru pas mal toutes les distances, là, les longues distances, là, 1000, 1500, 3000, puis le relais 4-8 aussi. Ouais. Donc, c'est ça, j'avais retenté de faire ce que j'avais fait dans ma première année rouge et or. Donc, un quadruplé de médailles.
Et que tu as réussi. Hein? Et que tu as réussi, tu n'as pas juste tenté de le faire. Oui, c'est ça, j'ai réussi, c'est certain, mais ça n'a pas été facile non plus parce que c'est beaucoup de courses en peu de temps. Donc, je dirais que on commence le vendredi, puis ça se termine le lendemain. Donc, c'est en un peu plus de 24 heures, 4 courses, ça commence à être pas mal. C'est 2 courses par jour, mais quand on regarde ça, ça commence comme le vendredi, début PM, puis ça finit le samedi, fin PM. Donc, c'est à peine un peu plus de 24 heures, 30 heures, je dirais. Donc, c'est ça. C'est un week-end qui est vraiment intense, mais qui en vaut tellement la peine parce que le trip universitaire, là, c'est malade avec toute l'équipe. Puis, non, c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça. Je pense que tant si longtemps que je vais être universitaire, je vais en profiter, puis que je vais m'amuser, puis je vais vivre le trip universitaire. Puis, c'est certain là, que du 1000 mètres, je vais peut-être pas j'en courrai peut-être pas tant que ça là, c'est souvent l'hiver que ça se court plus que l'été. Donc, c'est ça. Il y a certaines distances que je vais délaisser un petit peu plus. 1500 mètres, j'en cours à l'occasion l'été. Mais principalement, ça va rester du 3000 mètres steeple l'été avec équivalent 5500, là, un ou l'autre. Course sur route, j'adore. Je viens de là, la course sur route, c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que certains qu'à chaque année, j'aime ça faire la course sur route. Puis l'hiver, ben, ça risque de rester du 3000 mètres plat parce que, tu sais, je veux pas, si je cours l'été du 3000 mètres steeple, c'est un peu ce qui va qui va ressortir de là, tu sais, un mile, 1500 mètres. Donc, c'est ça. Je vais me cibler là-dessus. Justement, le 3000 mètres steeple, c'est quand même particulier. Ce n'est pas juste une course, tu l'expliquais tantôt. Il y a des haies, il y a un trou d'eau. Pour beaucoup de monde qui regarde, mettons, les Olympiques, ils ne suivent pas l'athlétisme en général, ils regardent les Olympiques, puis là, tout d'un coup, ils voient quelqu'un courir, il saute une haie, puis il y a un trou d'eau, ils se demandent pourquoi. Comment on se prépare justement à ça? Je comprends. Bon, tu vas me dire, oui, il y a l'entraînement, mais tu cours des 3000 mètres. La haie, qui arrive en plein milieu de ça. Veut pas, il y a une fatigue à courir un 3000 mètres à une certaine vitesse. La haie, tu as l'impression mentalement, tu as l'impression qu'elle est de plus en plus haute, puis la course avance. Tu peux pas donc courir juste des 3000 mètres puis dire, bon, mais je suis prêt pour un 3000 mètres steeple, puis je vais avoir des bons c'est sûr que oui, il y a un point technique à sauter des haies, là, on vous l'avez dit. Sauter des haies, ça se fait pas de même. Fait que oui, on fait beaucoup de pratiques. On fait des drills de haies. Donc, on n'en fait pas l'automne. On en fait comme quand l'hiver arrive, après la saison de cross-country. Fait qu'on sort les haies, on fait des drills de haies. Fait que des éducatifs de haies, marcher, sauter, trottiner, courser par-dessus la haie. Donc, avec notre entraîneur qui va regarder un peu comment on les fait, d'ouvrir, mettons, les jambes comme ça, faire attention aux points techniques. On fait des passages de haies, puis on en fait aussi quand je vous dirais, quand on commence à faire des entraînements de steeple, un petit peu plus vers le début du printemps, fin de l'hiver. Avec la saison universitaire, souvent on commence juste après les championnats. Donc, c'est ça, on commence à intégrer les haies pendant nos entraînements d'intervalle. Donc, on va faire des haies en même l'entraînement intervalle. La fosse de steeple, celle-là, on va la pratiquer, mais pas nécessairement avec le trou d'eau. Des fois, il y en a d'autres qui le font. Moi, je ne le fais pas parce que ça me blesse plus que ça me pratique. Donc, je la saute, mais pas avec le trou d'eau. Je la saute, mettons, sur la piste. Donc, habituer ton pied à atterrir de la bonne façon dans l'angle dont tu parlais tantôt. Oui, ben, sur la piste, ça fait que c'est plat. Fait que quand j'atterris à l'entraînement sur le plat, ça laisse un moins gros impact que si je me pratiquais vraiment avec la fosse d'eau et tout ça. Ça y en a qui le font. Il y en a qui le font. C'est sûr que moi, je le sais que ça me blesse. Donc, je ne le fais pas trop non plus par exprès, mais je la pratique quand même là, à l'occasion quand même dans les entraînements de steeple. Est-ce que cette haie-là, c'est vraiment des questions de néophyte, mais c'est correct. Est-ce que cette haie-là est la même hauteur que le 100 et le 110 mètres haie ou c'est plus haut? C'est comment? Évidemment que c'est pas de la même hauteur que le 110 mètres haie, sinon je serais incapable d'en passer une. Donc, dans l'ordre, je ne vais pas me tromper, là, mais les filles qui font les haies en sprint, je pense que ça arrête à 33. Si je ne me trompe pas, les gars, c'est vraiment haut. Là. Les gars, c'est 42 pouces, la hauteur du 110 mètres haie. Après ça, ça descend. Les gars au 110 mètres, c'est 42 pouces. Ensuite, les gars qui font le 400 haies, je ne sais pas trop c'est quoi la longueur, mais c'est la hauteur, mais c'est moins haut. Mais les gars de steeple, c'est 36 pouces. Les filles, c'est 30 pouces.
Okay. Mais par exemple, les filles, il y a moins de... Ça bouge moins à la hauteur chez les filles que chez les gars. Chez les gars, tu pars de 36 pouces à comme 42 pouces. Chez les filles, je pense que c'est de 30 à 33. Fait que, si je ne me trompe pas, là, le sprint, le 400 mètres S, c'est 33. Le sprint, il me semble que c'est 33, mais je pense pas que c'est 36. Là. Donc, c'est ça. Nous autres, c'est 30 pouces. C'est beaucoup moins haut que le fameux 42 pouces des gars au 110 mètres. Là. Ça fait même peur de voir ça, 42 pouces. Là. Donc, c'est ça. Mais oui, les barrières, elles se bougent, elles se montent et se descendent. Donc, quand les courses, quand il y a 2 steeples filles-gars, ben là, il faut qu'ils montent et descendent les haies en fonction d'eux. Puis, c'est ça. Faut pas que les haies bougent. Là, toi, il te reste combien d'années là, ta carrière universitaire? Une seule. Hein? C'est ça, on est rendu là déjà. Oh oui. T'étudies en enseignement primaire ou préscolaire, c'est ça? Oui, en fait, j'ai terminé mon bac en 2021. J'ai fait une année de maîtrise en orthopédagogie. Et là, je complète ma 2e année de maîtrise pour, dans le fond, devenir orthopédagogue ou bien enseignante avec quelques petits skills de plus là, en mode orthopédagogie. Ouais. Excellent, parce que, écoute, on a besoin de modèles d'athlètes vraiment à suivre. Ça, il n'y en aura jamais assez. Puis franchement, t'en as une excellente. Puis si en plus tu finis professeur orthopédagogue avec tout ce qu'il faut, je pense que c'est aussi un endroit où on a besoin de monde de qualité. Fait que, regarde, donc, quand je dis des fois, on a besoin de toi, on a besoin que tu sois en forme, mais regarde, c'est pour plein de bonnes raisons, pas juste pour la course. Dernière affaire, je voulais savoir, on parlait un petit peu tantôt, j'ai soulevé l'élément olympique. Qu'est-ce qu'il y en est pour toi par rapport à ça? Ça frappe l'imaginaire là, de savoir que quelqu'un peut être un espoir olympique ou quoi. Est-ce que ça fait partie de tes plans encore? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes ou est-ce que tu en es? Puis c'est quoi ton plan par rapport à ça s'il y en a? Donc, tout dépendamment comment ma blessure va, dans le fond, c'est certain que j'aimerais ça y aller. Dans le sens qu'en steeple, cette année, ça n'a pas bien été. Je me suis blessée à mon premier steeple. Ça a donné 9,49 mon meilleur, mais j'étais comme, je me suis blessée. Mais sinon, avant ça, avant d'être blessée, je faisais 9,40. Puis le standard olympique, c'est 9,30. Donc, grosso modo, par rapport à mon 9,40 quand je ne suis pas blessée, si on peut augmenter un petit peu le niveau de forme, peut-être même le travail technique de haie, ce ne serait pas impossible. Donc, il n'y a jamais rien d'impossible, mais ça, ce serait vraiment pas impossible. Donc, je me croise les doigts. Il faut également être quand même dans le top 3 canadien et top 45 mondial pour pouvoir faire aspirer à l'équipe olympique. Donc, c'est ça, il n'y a rien de gagné d'avance. De plus en plus que les années vont, le niveau, le calibre augmente, autant au niveau canadien qu'international. Donc, c'est ça. On peut toujours espérer Paris 2024. Fait que même tu me dis que même si tu faisais ton standard, c'est pas une garantie. Parce qu'il faut que tu sois dans le top 3 au Canada puis top 45 au monde. Non, c'est pas impossible, mais normalement au Canada, si tu fais en bas de 9,30, tu te retrouves dans le top 3, mais le niveau a tendance à vouloir augmenter. Donc, on ne sait jamais d'une année à l'autre. Peut-être qu'en 2024, 3 filles vont faire dans les 9,20, 9,20 quelque chose, puis qu'à 9,29, ça ne passera pas. Peut-être la 4e. T'sais. Donc, on ne sait vraiment pas. La dernière fois qu'il y a eu les Olympiques, en bas de 9,30, si tu faisais ça, c'est sûr que tu passais chez les filles au Canada. Donc, c'est ça. On verra bien. Là, tu finis ton parcours universitaire. À quel point, justement, ça fait partie de ton plan, tu veux te remettre dedans, tu veux, avec ta blessure et tout, puis tu veux aller essayer de voir si tu peux faire tes standards. Jusqu'à quel point, ça va être l'élément qui va te garder dans l'athlétisme puis à t'entraîner au niveau. Est-ce que c'est 2024 puis si ça ne marche pas, c'est fini après puis bon, je m'en vais changer de carrière ou 2028 va. Comment tu vois ça à long terme ou en tout cas juste à moyen terme, ta carrière d'athlète à viser les plus hauts niveaux, pas juste te tenir en forme, mais dire je vise les plus hauts niveaux puis je continue d'être compétitive. Là. Honnêtement, tant aussi longtemps que je ne serai pas blessée, mon plan, c'est d'arrêter après 2028. Donc, puis encore là, tout peut changer. Donc, le jour où je vais être trop blessée pour continuer, ben c'est sûr que je ne ferai pas par exprès pour taper sur le clou. Là. Je veux dire, quand même, santé psychologique, puis autre chose aussi. Là, je veux dire, les athlètes, ben c'est triste, mais tu vis un peu de façon précaire, là, parce que tant aussi longtemps que je vais vouloir m'investir à fond dans la course à pied, ben je ne pourrais pas
opter pour des contrats à l'école, je pourrais pas. Donc, je mets un peu ma carrière professionnelle sur pause en faisant seulement de la suppléance quand que je vais pouvoir. L'année prochaine, ben, je veux dire, présentement, je vais faire des stages, je vais finir mes cours, mais quand que je vais officiellement avoir terminé mes études, ben là, ça va être plus de la suppléance occasionnelle. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas là-dessus que tu peux te fier pour finalement bien vivre ta vie. Donc, ça a quand même une fin d'un sens que, à moins d'être un athlète qui réussit à avoir assez de financement pour comme bien vivre, là, je veux dire, payer ses comptes, son logement, sa nourriture, tout ça, ses voyages de sport, tout ça, ben c'est sûr qu'à un moment donné, je ne peux pas étirer ça pendant 12 ans. T'sais. Fait qu'on va voir tant si longtemps que financièrement, j'y arrive, puis que je ne suis pas blessée. Je pense que ça va être vraiment les deux facteurs. Puis je pense que tant aussi longtemps que je ne suis pas blessée, la motivation va rester là, puis le désir va rester là. Donc, c'est ça. Moi, je suis prête. Il faut que le corps suive. Il faut que les moyens puissent suivre. Donc, mais je suis vraiment prête à donner ce qu'il faut pour 2024. Donc, je l'ai dit à mon copain d'avance. Je lui ai dit, l'année prochaine, quand je termine mes études, ça va être un petit peu de suppléance, mais le reste, j'aimerais vraiment ça focuser sur avoir une belle grande année d'entraînement. Puis, c'est ça. Ben écoute, on va te suivre. On va te souhaiter d'abord de la santé parce qu'on sait que tu es capable. Après, une fois que tu as la santé, on sait que tu es capable d'avoir des bons résultats, mais on va souhaiter que tu puisses continuer à améliorer ça, pousser ça encore plus, puis que tu arrives à tes objectifs. On va souhaiter aussi qu'il y ait assez de gens qui croient en toi pour te financer, parce que je le sais à quel point c'est important le financement dans le sport. C'est une bataille incessante d'essayer d'avoir du financement. Donc, je te souhaite le mieux. On va vraiment te suivre toute l'année, comme je t'ai suivi dans les dernières années à écrire ici et là des articles. Merci, c'est vraiment gentil. Ben regarde, c'est la moindre des choses, mais comme je te dis, je suis un fan. Tu sais, je me donne le droit d'être un fan, de ne pas être juste un journaliste. Je suis un fan des athlètes et des étudiants athlètes. Puis pour ceux qui ne connaissent pas encore Jessie Lacourse et qui la connaissent maintenant grâce à cette entrevue, je vous jure, suivez-la, ça vaut la peine. Puis même si l'athlétisme, c'est pas tout le temps un sport qui est mis de l'avant, suivre nos meilleurs et les garder évoluer, c'est vraiment tout le temps un grand plaisir. Fait encore une fois, bonne chance, bonne santé, puis surtout bonne saison. Au plaisir, Jessie Lacourse. Merci beaucoup. Salut. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre 5e édition du podcast Bulletin sportif. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue de la semaine avec Jessie Lacourse. Je l'ai dit, je le répète, moi je suis un grand fan, puis j'apprends à être fan aussi d'athlétisme universitaire. Franchement, une saison, l'athlétisme, on en a parlé, ça commence l'hiver, mais en attendant, il y a le cross-country qui est toujours intéressant de suivre. Regardez ce qui se passe. Un cross-country, à peu près tous les enfants du Québec sont inscrits en cross-country. Donc, quelque part, vos enfants ou vous-même, dépendamment, vous êtes qui parmi mes auditeurs, il y a assurément un intérêt. Donc, peut-être il y a ça à suivre. Sinon, pour le reste, ben écoutez, allez sur le site rseq-stats.ca, choisissez votre sport, choisissez vos matchs. Il y a toutes sortes de choses. Évidemment, on en a parlé avec Chris et Jason, savoir les matchs au niveau du football, mais il y a un paquet de sports, évidemment. Il y a le hockey collégial, soccer collégial et universitaire, évidemment, du rugby, le football. Le flag football, pas cette semaine. La semaine prochaine, il y en aura. Tranquillement, pas vite. Le basket, le volleyball, ça s'en vient au mois d'octobre. Donc, écoutez, encore beaucoup de choses à suivre. Je termine en vous mentionnant 2 choses. La première, cette semaine, est la Semaine nationale des entraîneurs. Vous êtes entraîneur, je vous remercie, je vous félicite, je vous dis de ne pas lâcher. Vous êtes essentiel au plaisir que nos jeunes peuvent avoir à faire du sport, et non seulement au plaisir, mais au dépassement qui souvent essaient d'aller chercher dans leur performance. Le sport nous forme, mais nos entraîneurs sont d'abord ceux qui nous forment dans le sport et nous apprennent un paquet de choses. Fait que je les remercie, je les félicite pour leur implication. Aussi, je veux mentionner la chose qui suit. Allez voir notre site bulletinsportif.ca. Des articles toujours intéressants, évidemment, mais cette semaine, il y en a un en particulier où on fait référence au cri du cœur d'un père d'un joueur du Vert et Or de Sherbrooke au football qui se pose des questions sur la façon dont on
protège certains joueurs dans certaines situations. Mathieu Lecomte a beaucoup à dire à ce sujet. Donc, je vous invite à aller lire bulletinsportif.ca. Voilà. Alors, vous êtes invités chaque semaine à vous joindre à nous à tous les mercredis au podcast de Bulletin Sportif. Parlez-en, partagez-le le plus possible. J'ai besoin de vous pour faire en sorte que la bonne nouvelle se propage. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.